Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans le rendez-vous sur Freeplay, votre nouveau rendez-vous mensuel. Évidemment, j'ai juste le retour, attendez, de Twitch, voilà, c'est mieux. Votre nouveau rendez-vous mensuel qui explore les coulisses de l'e-sport et aujourd'hui avec un regard d'ailleurs plus global sur le jeu vidéo. Ce soir, on va parler de la communication et surtout de la diffusion dans le milieu e-sportif et du jeu vidéo. Pour en parler, trois invités exceptionnels à mes côtés. On va commencer par un habitué de longue date, j'ai envie de dire, de Twitch et de la scène. 14 ans d'expérience dans l'e-sport et surtout particulier dans le cast et les événements. C'est Super Vodka. Bonsoir. Comment tu vas? Salut, très honoré de pouvoir prêter ma voix en tout cas pour cette émission et écoute, j'ai hâte de pouvoir parler avec vous tous et donner un petit peu mon avis d'un point de vue de caster. Super, en tout cas, bienvenue dans cette émission et merci d'avoir surtout répondu à l'appel. Notre deuxième invité, Erix, fondateur du média e-sport très reconnu pendant un moment quand Feu il existait, Lastit, des structures aussi, surtout de Team BSK et Evoza e-sport et surtout actuellement business developer chez Skillcamp. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation, ça me fait très plaisir. Merci à toi surtout d'avoir répondu présent aussi. Et enfin, il y a Romain, expert et surtout freelance dans le community management, la stratégie social media et la création de contenu, mais plus du côté éditeur. Salut Romain. Merci pour l'invitation et plutôt côté studio, mais voilà, Ok. on aura le temps d'en discuter, etc. Et on m'a dit qu'on allait beaucoup parler autour du jeu vidéo, donc je suis ravi d'être présent ici. Écoute, merci à vous trois surtout d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être là et de prendre un petit peu de temps pour nous ce soir. D'ailleurs, ce soir, on va plonger dans vos univers, comme je l'ai dit, mais aussi et surtout dans les rouages de ce que capte la caméra ou l'écran de jeu, ça dépend. La com, bien sûr, il y a la diffusion, que ce soit dans l'e-sport, mais aussi au-delà, parce que l'e-sport n'est qu'une branche du jeu vidéo. Faut pas l'oublier, sachant que le milieu quand même est tenu en particulier par les éditeurs et par les studios, et qu'il surtout, et il nous sera important de comprendre un petit peu le parallèle dans tout ça. Mais tout d'abord, faisons le point sur les dernières actus. C'est le tour des news. Et voilà le fameux tour des news de chaque émission, j'ai envie de dire. D'ailleurs, un grand merci à Tim qui est à la régie ce soir et qui nous fait une régie de folie, j'ai envie de dire. Voilà, une grande première dans cette saison 4 pour lui. Donc merci à lui d'être là. On commence avec CS, d'ailleurs, CS2, Counter-Strike 2, puisqu'on dit plus Counter-Strike Global Offensive maintenant, hein, c'est fini. Dernière compétition de l'année sur le jeu, sur cette fin d'année, puisqu'on est en décembre, voilà, je le rappelle, on est le 3 décembre. Le Major Star Ladder Budapest, voilà, on l'a ici à l'écran avec le leak Wikipédia qui actuellement se joue avec 3D Max et Vitality en lice. Les playoffs, enfin les derniers playoffs, c'est le 11 décembre, mais ça a commencé, je crois, le 24 novembre. D'ailleurs, Vodka, tu me contredis s'il faut. T'inquiète, je suis aux aguets, tout va bien. Super. Mais voilà, donc on voit Vitality qui va se battre contre FaZe, donc un très 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 gros match dans cette première ronde qui va arriver de cette Wave 3, donc de cette compétition du Major Star Ladder Budapest. Et nos petits 3D Max qui vont se battre contre Pain Giving. Là, c'est encore une fois une rencontre qui est assez importante aussi. Bon, notamment parce que c'est des Français, hein, on va pas se mentir, un peu de chauvinisme, mais surtout parce que c'est des équipes qui ont le potentiel d'aller loin, notamment Team Vitality. Bon, on les connaît sur CS. Si vous connaissez pas Team Vitality sur Counter-Strike, commencez à regarder. Parce que c'est vraiment, c'est pas parce que je suis fan de Vitality, mais c'est vraiment la meilleure équipe sur CS actuellement qui vraiment, je pense peut-être sur ce Major pourra dépasser Furia. Donc voilà, c'est assez important. D'ailleurs, si on peut mettre les petites images qu'on a de prévues. Mais voilà, il y a une vraie bataille entre Furia, Team Vitality et Falcons. Voilà, elle est là, la petite image. Il y a avec Dan, hein, évidemment, en plein milieu, parce que voilà, c'est Dan, un des meilleurs joueurs sur Counter-Strike, selon moi,
sur la dernière décennie. Donc, alors oui, il y a Zaiwu, attention. Mais je le trouve très très intéressant comme joueur. Mais enfin, bref, voilà, Counter-Strike qui a une grosse actu en cette fin d'année, un gros major à venir. Et donc, ces deux équipes françaises, 3D Max et Vitality, qui vont devoir, eh bien, tout simplement, donner le maximum dans cette dernière wave pour gagner le major. On passe au RLCS à Rocket League du 5 au 7 décembre. Il va y avoir le RLCS Kickoff Studio LAN 2025. C'est littéralement le début de saison 2026. C'est ce qui va ouvrir la saison 2026 pour Rocket League. Un nouveau format qui va faire gagner une place à la prochaine grande compétition, c'est-à-dire le Major de Boston en début d'année 2026. D'ailleurs, en mai, vous retrouverez la compétition en France, à Paris. Et oui, en fin mai. Le Major de Rocket League qui sera à Paris, ce sera le deuxième Major de la saison. D'ailleurs, vous pourrez peut-être retrouver Freeplay sur le Major. On est en train de voir, voilà, on est en train d'être dans les petits papiers de ce Major de Paris, mais comme vous le voyez, voilà, à l'image, le kick-off week-end qui se passe là maintenant, fin de semaine, pour donner une place au Major de Boston. D'ailleurs, une actu qui est arrivée pendant la préparation d'émission, on va pouvoir le montrer. Rocket Baguette a sorti l'information très 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 rapidement par rapport à Shift, hein, parce que Shift c'est le média qui donne les infos en temps réel, j'ai envie de dire, sur les mercatos, voilà, sur le mercato de Rocket League. On peut le mettre à l'image si on l'a d'ailleurs. Donc Rocket League qui va peut-être voir venir une nouvelle équipe, c'est-à-dire Manchester City qui va se mettre en e-sport et surtout sur Rocket League qui devrait avoir du coup un roster européen. Donc Acro, HB et Tempo avec Noah qu'on connaît très bien sur la scène Bubble en manager, enfin en coach plutôt. Donc c'est Two Days One Brev, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir en RLCS, une équipe qui performe assez souvent, et donc Manchester City qui pourrait peut-être donc se trouver face aux plus grandes teams comme Team Vitality, Carmine Corp, Gentlemates maintenant un peu moins, même si ils ont une équipe qui tient la route. Donc voilà, Manchester City, le retour, j'ai envie de dire, des clubs de foot en e-sport, sur Rocket League en tout cas, ben c'est maintenant, et c'est en 2026 que ça va peut-être se passer. Donc voilà. On a aussi une autre actu, mais cette fois-ci sur un autre jeu, CR6. Rainbow Six Siege, évidemment, approche de la compétition des Six Invitationals à Paris en février, le plus prestigieux des tournois du jeu d'Ubisoft, où M80 tentera de rester au sommet après leur victoire au Major de Munich face à Team Falcons. On les voit de partout, ceux-là, c'est insupportable. Côté français, on compte quand même Team BDS et ses joueurs Lasmo et P4, Baby Shark chez Wildcard et Blaze chez G2 eSport évidemment, Mougli chez Team Secret et Breed, Likefak et Sheiko chez Team Falcons. Donc voilà, un gros invitational qui se prépare pour février pour R6, pour Rainbow Six Siege. Une grosse histoire, hein, parce que Paris là est en train vraiment de devenir un peu la capitale mondiale de l'e-sport. Donc voilà, un très gros jeu aussi qui vient à Paris, qui vient en France, avec beaucoup d'équipes françaises surtout qui sont qualifiées. On passe à surtout un autre jeu, et cette fois-ci une grande nouvelle, j'ai envie de dire, qui a été annoncée assez récemment, là en novembre, je crois, fin novembre, début décembre. C'est sur Call of Duty. On le sait, c'est un jeu de cœur pour notamment quelqu'un qui est très connu sur la scène e-sport, c'est Gotaga. Côté Call of, on a justement une bonne surprise, et c'est l'annonce donc de Gentlemates qui annonce un branding à la parisienne, Paris Gentlemates. Vous le voyez à l'image avec la vidéo de lancement lors de la keynote plutôt de Gentlemates. Hein, le 30 novembre, il y aura le Kaysen Showdown. Il y a eu plutôt la victoire au Kaysen Showdown de Paris Gentlemates. Et donc, ils ont annoncé en même temps, après du coup la victoire forcément, puisque il y a eu un énorme nombre de défaites l'année dernière sur Call of par Gentlemates avec Guerrilla. Là maintenant, ils sont sur une autre façon de faire, et donc ils organisent un major et surtout la CDL qui se déroulera donc à Paris en juin. Ça a été, comme je vous l'ai dit, annoncé dans leur keynote. On peut se délecter de la vidéo, puisque Gentlemates a l'habitude de faire de très très bonnes vidéos d'annonce. Et donc voilà, forcément,
un major de Call of à Paris. On sait qu'il y a énormément de sous qui tournent autour de Call of Duty, puisque c'est des millions et des millions, voire des centaines de millions d'euros qui tournent autour de Call of. Et là, Gentlemates a pris la décision d'organiser un major à Paris, ce qui est absolument énorme, non seulement pour la France, mais aussi pour la scène Call of française, parce qu'elle est beaucoup moins développée qu'aux États-Unis. Et là, ça va mettre vraiment un gros coup de lumière à la France pour Call of Duty. Voilà, du 25 au 28 juin, on aura le major de la CDL, donc de la Call of Duty League, à Paris. On va d'ailleurs parler un petit peu, parce que si vous le voyez, j'ai quand même beaucoup dit Paris. Les invités, ils doivent se dire, mais ça y est, on n'est pas parisiens. Nous. En tout cas, il y a des Parisiens, mais on n'est pas parisiens. Je suis pas parisien, je suis marseillais. Donc voilà, il n'y a pas que Paris. Mais Paris, quand même, va accueillir énormément de compétitions dans les prochains mois, et notamment quand même en 2026. En plus de Lyon et Nice qui ont accueilli en fin d'année, là, ces derniers mois, des grosses compétitions en e-sport aussi, il y a quand même une chose, c'est que la France est aujourd'hui, en tout cas, considérée comme une véritable plaque tournante du milieu et une véritable capitale, j'ai envie de dire, de l'e-sport. Et je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez avant de continuer un petit peu ce tour des news. Chacun, par exemple, Vodka, qui toi, t'as énormément d'années derrière. Qu'est-ce que tu penses du fait que Paris soit mis en lumière, pour la ville lumière, c'est pas mal, justement sur le côté e-sport? Je trouve que c'est une suite logique. En France, globalement, on a toujours été très tryharder dans tous les compartiments de jeu. Là, d'ailleurs, on voit d'ailleurs les images de Gentlemate, mais je vous conseille absolument d'aller voir la vidéo réalisée par Théodore Bonnet, la vidéo Call of Duty, qui a été utilisée pour teaser justement cette nouvelle équipe qui est juste incroyable. Que vous ayez aimé ou pas l'e-sport, allez-y, c'est à regarder. C'est un film. C'est littéralement un trailer de film, et c'est vraiment une dinguerie. Et comme tu le dis, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir enfin une image e-sportive en France, bon, beaucoup sous la ville de Paris, mais comme tu l'as dit, à Nice, on a eu l'Evo, qui est peut-être un des plus grands événements, en tout cas de jeux de combat, qui m'a touché personnellement, parce que je suis très très jeu de combat aussi, et donc forcément le fait d'avoir un Evo à Nice, je trouvais ça incroyable. Et donc, comme tu le dis, avoir des majors à Paris, c'était le début. D'ailleurs, CS a eu la chance de pouvoir commencer à être le premier à un petit peu lancer ça. Il y a eu des phases dans les Worlds, bien évidemment, de LoL, mais il y avait également un major à Paris qui s'est joué. Depuis quelques années, vraiment, on a cette envie d'avoir justement des events à Paris. Et je trouve que c'est logique parce qu'en France, on est très 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 bon public. D'ailleurs, sur League of Legends, le public français a été nommé meilleur public du monde. Voilà, donc faut le savoir. Mais en France, on aime regarder de l'e-sport et mondialement parlant, on commence à être un peu connu là-dessus. C'est important, j'ai envie de dire, maintenant, pour organiser des grosses compétitions comme ça. D'ailleurs, j'avais juste envie aussi d'avoir l'avis de Rix et de Romain. Rix, d'abord peut-être, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce qu'on sait que tu suis énormément de base l'actualité aussi e-sport. Qu'est-ce que tu penses justement de cette mise en lumière? On a un vrai public en France et c'est ce qui a été valorisé partout et beaucoup aux États-Unis. J'ai pu participer aux 2 majors à Lyon et notamment Fortnite qui a impressionné parce que par rapport à l'année dernière, en 2024, il y a eu quasiment un doublement de visibilité sur la scène Fortnite. Ça a mis un renouveau de visibilité pour la scène et sur Rocket League aussi. Et en fait, c'est des jeux, on est très très présent aussi en France. On a beaucoup de joueurs professionnels. C'est ça aussi l'avantage, c'est que sur les différents jeux, que ce soit sur Counter-Strike, Rocket League, Fortnite, Call of Duty, Call of Duty, on n'a pas, si, on a Hydra en France, on a eu Linz. On a beaucoup de joueurs qui sont représentés français un peu partout dans le monde, auxquels il y a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent, du coup, qui suivent ces personnalités-là, et donc ça nous met en avant sur la carte. Et c'est ça qui est j'ai envie de dire, bien aussi. D'ailleurs, Romain, toi qui peut-être suis un peu moins l'actualité e-sportive, qu'est-ce que tu penses de toutes ces news, justement, où tu vois que vraiment Paris est au centre du monde, en tout cas en e-sport, en 2026? Bah forcément, comme vous, hein, je vous rejoins, c'est une super chose pour la France, honnêtement. Moi, j'ai 2 choses à dire. Déjà, Vodka, tu es un amateur de jeux de combat et ça, j'apprécie. Je t'avoue que depuis qu'il y a eu l'Evo et qu'on a vu des incroyables matchs sur Street Fighter, j'avoue que j'ai retéléchargé le jeu et je suis à fond dessus. Donc ça, c'est cool. Mais pour revenir sur le sujet de base et la question de base, ouais, effectivement, c'est une super chose pour la France et pour Paris surtout.
Maintenant, si je devais, on est tous contents, hein, que Paris rayonne, etc. Mais si je devais un petit peu ajouter un peu de sel, c'est trop facile, je trouve, d'appeler Paris capitale de l'e-sport dès qu'il y a un événement. Dans le sens où des événements, en fait, il y en a partout dans le monde. Je pense à toutes ces fédérations qui tentent justement un petit peu de, comment dire, de faire avancer les choses de manière législative auprès des États, etc. Alors, j'ai plus les noms exactement, mais ceux qui aident justement à entreprendre, La France euh, e-sport. par exemple, alors Francis Sport qui est pas forcément une fédération, mais Non, on va mais dire un voilà. lobby. Mais il y a d'autres fédérations plus à l'international qui justement essaient de donner un peu la chance à plusieurs villes. Et Paris s'est toujours montré être une ville extrêmement intéressante. Mais voilà, moi c'est le terme capitale de l'e-sport qui, je trouve, est collé très rapidement dès qu'il y a une ville qui va host un événement autour du gaming. Voilà, Ouais, pour ajouter un c'est sûr petit que peu mon grain de sel, quoi. Non, mais je suis c'est assez important. raccord avec toi. Je suis plutôt d'accord aussi parce que bon, Marseille, Paris, on n'est pas très voilà. Mais bon, bref, Paris n'est pas le centre du monde et ça on le sait très bien. Quand on a vu à Lyon, notamment vers septembre-octobre, là, on a vu que Lyon était quand même assez au centre du monde. Mais justement, ça me fait quand même une belle transition en parlant de ça, parce que en parlant de chauvinisme, justement, on va parler des eSport Awards et des Game Awards qui cette année font rayonner la France encore plus, par contre, parce que là, au-delà de Paris, clairement, si on peut le mettre à l'image, d'ailleurs, on va pouvoir enchaîner les images, d'ailleurs, mon cher Tim. Mais voilà, on a League of Legends qui a été, eh bien, tout simplement le eSport Game of the Year, le jeu de l'année qui a été donné par les eSport Awards. On a eu aussi PUBG Mobile comme jeu mobile du coup de l'année. La France, elle est là, elle arrive. C'est Ziwoo. Zaiwu, à l'anglaise comme vous voulez, mais moi c'est à la française, c'est Ziwoo, qui est le joueur de l'année au niveau du PC. Voilà, donc c'est le PC Player of the Year. Je sais pas comment trop le traduire, mais c'est en gros celui qui clique le mieux. Voilà, plutôt. Mathieu le GOAT. Ouais, exactement. Vous avez pu voir passer la Team Vitality sur CS2 qui est la Team of the Year et ça fait plaisir. C'est pas du tout mon côté supporter qui revient, pas du tout. Mais ça fait plaisir. La Team Vitality, encore une fois, on the top, voilà, j'ai envie de dire. Prodigy Agency aussi, vous le voyez maintenant à l'écran, c'est l'agence de talent e-sport de l'année. Ce qui est pas étonnant, hein, parce que c'est la plus grosse et la plus active, plus ou moins, avec le plus de talent. Et évidemment, on finit avec Laure Vallée. Et ça, pour moi, c'est un vrai plaisir parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Laure Vallée est la host de l'année au niveau e-sport. Donc voilà, c'est notamment donc elle a été reconnue par rapport à son travail sur League of Legends, mais elle a fait beaucoup d'autres choses sur plein d'événements en particulier et même à l'international. Pour les Game Awards, les Game Awards qui auront lieu, je crois, le 11 décembre. Et de l'autre côté, il y a une chose qui est sûre, parce que c'est ce qu'on attend un petit peu tous, c'est que Clair Obscur, Expédition 33, soit GOTY. Voilà, je le dis, c'est une take, mais je le dis quand même. Que Expédition 33 soit GOTY, parce qu'on a vu là récemment... j'espère, mais franchement, je ne sais pas si vous avez un peu joué à Expédition 33. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer, mais j'ai suivi tous les playthroughs de tout YouTube et sur Twitch. Voilà, j'ai pas lâché le jeu. Donc ouais, voilà, c'est pour moi le jeu de l'année. Surtout que ça a été fait. Enfin, il y a une histoire derrière. C'est pas un gros éditeur de jeux vidéo qui le fait. C'est un petit studio. Donc voilà, on espère qu'il sera eh bien celui qui sera le jeu de l'année par les Game Awards. Voilà. Pour le tour des news, c'était riche, mais désolé, il fallait que je parle un petit peu de tout. Et on va pouvoir maintenant un petit peu étayer tout ce qu'on a pu voir de cette actualité, notamment avec le rayonnement, parce qu'on a vu un gros rayonnement donc, de la France et des Français. Mais quand même, bien qu'on parle de rayonnement, ça nous mène quand même tout droit vers un sujet qui est notamment quand même qui est lié autour de la com et de la diffusion, puisque ça reste central dans tout ce qu'on a vu, notamment avec les Game Awards, les eSport Awards, etc. Et il y a d'ailleurs un premier sujet qui va se mettre sur la table, puisqu'on est à la saison des Awards. Comment est-ce qu'un éditeur peut faire en sorte que son jeu
sortent du lot. Et ça va être un petit peu notre fil conducteur pour ce débat. Et d'ailleurs, c'est l'heure du débat. Voilà, la petite transition qui a été faite pour enfin pouvoir discuter, enfin pouvoir parler, enfin pouvoir vous donner surtout la parole. On démarre ce débat avec un pilier du sujet. C'est quand même, je pense, un sujet ultra important. L'e-sport peut-il vraiment être indépendant tant que les éditeurs contrôlent tout? Ils contrôlent le format, les circuits, les droits, la communication. Est-ce que c'est un frein ou au contraire une garantie d'un produit compétitif cohérent? Vodka, je vais commencer par toi. Tu as quand même traversé 14 ans de LAN, on va pas se mentir. Oui. Et surtout aussi de prod indé, et tu as fait aussi beaucoup de choses en indé. Est-ce que tu as senti quand même une perte de liberté pour les organisateurs et les talents dans les LAN ou dans les compétitions en général à cause du contrôle accru notamment des éditeurs? Déjà c'est un très très bon exemple parce que du coup j'ai la chance entre guillemets d'être sur CS et chaque jeu a un peu sa manière justement d'être pris par les éditeurs ou pas. Je trouve que par exemple tout ce qui est studio Riot c'est très contrôlé par Riot. CS c'est vraiment le contre-exemple brut, c'est-à-dire que les développeurs, excuse-moi du terme, mais on a un petit peu rien à foutre de la scène e-sport et du coup l'avantage c'est que du coup ça laisse beaucoup plus de liberté, mais ça fait qu'il y a énormément de compétition, même peut-être un peu trop. Les joueurs d'ailleurs sur CS sont complètement des fois crevés d'enchaîner les événements parce que justement il y en a énormément et le studio n'a aucun contrôle sur l'e-sport. Alors la problématique justement c'est qu'il va y avoir beaucoup de compétitions, donc suivre le rythme c'est énorme, sachant que chaque compétition donne, si tu veux, des points qui permettent d'accéder justement à des événements tels que le Major. Donc ça va être le côté où justement les joueurs vont être obligés de participer à tous les événements. Donc ça c'est le côté un peu négatif. Par contre de l'autre côté, eh bien, on va avoir des studios justement comme Riot qui vont mettre beaucoup de contrôle sur leur jeu et du coup forcément il va y avoir ce côté où il y a un peu moins de compétition, où pour avoir des slots des fois il va falloir avoir des slots payants, c'est plus difficile de rentrer dans le circuit quand c'est contrôlé par l'éditeur. Et typiquement dans l'exemple des LAN, un truc tout bête, mais par exemple pour organiser une LAN, il faut contacter Riot, il faut les prévenir. J'ai eu l'exemple il n'y a pas si longtemps sur Valorant, avec par exemple une LAN qui se retrouvait en même temps d'un événement majeur de Valorant, et du coup ils ont été obligés de couper les streams des LAN pendant les événements majeurs. Alors en plus ça allait pas leur faire de concurrence, mais il y a eu des communiqués comme ça, donc oui c'est beaucoup plus professionnalisé et on perd un peu de la liberté. Moi j'ai vécu vraiment cette transition là où les premiers castes que je faisais on pouvait vraiment dire n'importe quoi, donc bien ou pas bien, hein, mais il y avait vraiment ce côté où on pouvait vanner pendant les matchs et tout ça. Et j'ai eu vraiment cette transition où les casteurs étaient en costume, les casteurs devaient bien parler, devaient bien s'habiller. Et il y a eu vraiment un point de choc. D'ailleurs, en parlant de jeux un petit peu justement en liberté, on parlait tout à l'heure de jeux de combat. Je pense que CS, c'est un petit peu comme les jeux de combat, c'est-à-dire que les éditeurs de jeux de combat laissent assez libre au final les compétitions, et on le voit très bien. Mais d'ailleurs, il y a une vidéo de The Great Review qui vient de sortir sur les jeux de combat que je vous recommande. Incroyable. Et qui explique justement que les jeux de combat sont vraiment faits par les joueurs et les compétitions par les joueurs pour les joueurs, et ça je trouve que c'est un aspect du jeu qui est vraiment très positif. Pardon, dis-moi. Non, je voulais rebondir sur ce que tu disais justement avec les jeux de combat. L'avantage que c'est fait par la commu, c'est que ça représente vraiment les joueurs. Le désavantage, ça va être sur l'investissement en fait, parce que en gros Smash se retrouve vraiment tout seul quoi. Nintendo aujourd'hui, ils investissent rien du tout dans le jeu, ce qui fait qu'aujourd'hui la scène, elle se dégrade d'année en année. Et quand maintenant tu as des gros mastodontes comme Riot qui viennent avec Twix.KO, et en fait eux ils vont venir avec l'investissement majeur d'argent dessus, et en fait ça va dérégler, et il y a des joueurs qui vont faire comme déjà l'ont fait, la bascule sur le jeu, et ça va peut-être tuer un éditeur comme Riot qui arrive comme ça en puissance, ça va peut-être tuer la scène Smash. La meilleure décision de 2XKO, je trouve, ça a été un truc tout bête, hein, mais il faut savoir que sur les jeux de combat, en général, au niveau répartition de cash price, on avait les premiers, donc le top 8 qui était payé,
Et sur des gros tournois, hein, donc sur des tournois à 140 participants, etc., il y avait que le top 8 qui était payé. Et Riot a eu un coup de génie, c'est-à-dire de décider dans leur événement d'investir d'ailleurs de leur poche, de rajouter du cash prize, mais la condition de rajouter du cash prize, ça a été de faire que le top, je crois 40, soit payé. Donc bien évidemment, on gagne beaucoup plus si on est dans les hautes classes, mais du coup, ça permet à tous les joueurs qui arrivent dans le top 40 de au moins se rembourser le déplacement et tout. Et ça, je trouve que c'est une avancée de fou dans l'e-sport, parce que justement, tout ce qui est scène, jeux de combat et tout ça, c'est difficile, il y a moins de sponsors, il y a moins d'argent. C'est aussi principalement ça, hein, c'est l'argent. Hein. Plus l'éditeur, justement, va s'occuper de son jeu, plus il va y avoir de l'argent, donc plus il va y avoir de sponsors. Et on le sait très bien, mais le fait que le jeu soit lisse, qu'il n'y ait pas trop de gros mots ou de vulgarité ou que ce soit. En fait, quand t'es dans un jeu où il y a beaucoup de sponsors et beaucoup d'argent ou maîtrisé par l'éditeur, t'es obligé d'être hyper carré. Et du coup, forcément, dans un jeu qui est pas suivi par l'éditeur, il y a un peu plus de liberté, mais du coup, les sponsors sont un peu plus frileux, quoi. C'est aussi en vrai une manière de cadrer les LAN et cadrer aussi peut-être les joueurs. Je pense aussi quand après on fait des compétitions. Au-delà en fait, c'est quand je pense un éditeur construit un jeu. En tout cas là pour le Riot, hein, c'est parce qu'ils savent. Ils ont l'habitude de faire de la compétition, donc ils ont construit un jeu en disant on va se mettre sur comment dire, sur une scène qu'on ne connaît pas, et après faire la scène en fonction de l'e-sport, parce que eux savaient que ça allait être un jeu totalement e-sport. Et donc, après, ils sont obligés de s'adapter, et ils adaptent aussi leur façon de développer le jeu. Et 2XKO a, je pense aussi, selon moi, et je te rejoins là-dessus, a très bien réussi à faire plaisir, entre guillemets, à tout le monde. Et Riot sont trop forts. Riot sont trop forts. Tu regardes par exemple League of Legends, quand je compare par rapport au ACS par exemple, Riot, League of Legends, c'est pas le jeu le plus lisible d'un point de vue e-sport. C'est un jeu, maintenant tout le monde l'a joué, et du coup les gens regardent l'e-sport aussi parce qu'ils y ont joué. Mais honnêtement, tu mets un néophyte, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde du jeu vidéo, tu le mets devant une compétition de League of Legends, il ne comprendra rien. Et pourtant, ça reste le jeu e-sport numéro 1, alors que par exemple CS, c'est bête, hein, c'est beaucoup plus bête et méchant. La beauté de CS, c'est dans les détails. Mais tu mets un néophyte, n'importe qui, devant CS, le principe du jeu, il est hyper simple et les gens comprennent directement. Donc la force de Riot, c'est vraiment réussir à faire qu'un jeu, même difficile, ait autant de popularité et de vision. Et je connais des gens qui connaissent pas du tout le jeu vidéo, et pourtant qui vont regarder toutes les semaines les RLCS et tout, parce que justement, il y a une DA qui est hyper travaillée, et Riot sont trop forts. Ouais, c'est d'ailleurs aussi pour ça que ce sont les numéros 1. D'ailleurs, je voulais parler un petit peu avec toi, Rix, des structures, du côté structure et médias. Est-ce que tu penses que ce modèle qui est verrouillé quand même par pas mal d'éditeurs empêche les acteurs intermédiaires de se développer durablement? Alors, les acteurs intermédiaires, ce que j'appelle les acteurs intermédiaires, c'est le type Lastit à l'époque. Ça peut être sur Rocket League, Rocket Baguette. Ça peut être sur LoL, OTP. Enfin voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Dans tous les cas, je pense qu'ils arrivent à bien les inclure, comme c'est fait avec OTP. Bon, il y a Webedia aussi qui est derrière et qui fait le relais, vu qu'aussi c'est le relais de la partie e-sport sur League of Legends avec Webedia. Donc en soi, aujourd'hui, il faut les inclure de plus en plus. Par contre, il y a peu de place, dans le sens où il y a peu qui peuvent être durables sur le temps, gagner bien leur vie et développer ces médias-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les éditeurs ont un intérêt de mettre un petit peu la main au portefeuille pour justement aider, par exemple, des Croissants Strike et tous ces autres médias à se développer et à continuer à donner énormément de visibilité à leur scène e-sport? Je pense que ça peut être des choses qui sont intéressantes par la suite, pour leur donner vraiment les moyens de continuer, parce que ne serait-ce que de devoir se déplacer, par exemple en Chine, comme a pu le faire OTP pour les Worlds, du coup ça emmène des frais, ce genre de choses. Donc il faut continuer à soutenir justement ces médias et les personnes qui donnent cette visibilité-là. On l'a vu avec l'autorisation avec les co-streams. On a eu énormément de personnes qui ont été autorisées de pouvoir rediffuser les compétitions majeures sur leur réseau. Ça, c'est que bénéfique pour les éditeurs, justement. C'est peut-être aussi un moyen de professionnaliser la scène
de façon dirigée, peut-être aussi? Ouais, sans doute. Je pense qu'aujourd'hui, ça permet aussi de créer des carrières là-dedans, notamment pour des streamers qui connaissent et qui ont de bonnes connaissances sur le jeu. Et ça leur donnera des opportunités pour la suite parce qu'aujourd'hui, l'éditeur a une place tellement centrale aujourd'hui dans le développement de la scène e-sportive qu'aujourd'hui, il faut qu'ils aident aussi à développer un peu ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que les clubs et les joueurs et ce genre de choses. Je pense qu'il y a un petit peu, c'est un package. Et en essayant de pousser un petit peu tout le monde vers le haut, ça va être bénéfique pour l'éditeur, pour le jeu, pour leur vente, pour la popularisation du jeu, pour les revenus, pour les clubs. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu en domino, quoi. D'accord. Ok, merci en tout cas pour ton éclairage. Je voudrais juste donner la parole à Romain, qui du point de vue alors j'allais dire des éditeurs, non, des studios, mais c'est un petit peu la même chose foncièrement dans le sens où c'est deux créateurs de grosses machines, j'ai envie de dire. Est-ce que pour toi, un contrôle total est d'abord quand même une question de cohérence de marque ou plutôt une question de pouvoir? C'est une bonne question. Je pense que pour un éditeur, avoir de l'e-sport sur son jeu, c'est toujours bénéfique. Et s'il y a de l'e-sport qui se crée autour de son jeu, on est toujours content. Et c'est un outil qui a été compris d'abord par Riot Games comme d'un outil de fidélisation en fait du joueur. Euh, donc évidemment que pour les éditeurs, c'est hyper intéressant. Après, comme vous l'avez tous très bien dit, il y a certains éditeurs qui font le choix de plutôt investir sur cette partie-là, d'autres qui préfèrent plutôt rester très friendly, comme Nintendo par exemple. Et je pense qu'en fait, chaque éditeur doit se poser la question de savoir est-ce que je dois mettre en place un marketing pour faire évoluer mon e-sport, ou est-ce que, en fait, ça dépend tout simplement de leur positionnement à chacun. Quand on regarde les jeux Nintendo, on peut comprendre qu'ils n'ont pas envie forcément de s'investir trop sur la scène e-sport. Ils l'ont fait je crois en plus, hein, je crois qu'ils ont commencé un peu à le faire, mais de manière toujours très un peu frileuse, en essayant de toujours garder le contrôle. Alors que voilà, Riot Games, comme vous l'avez très bien dit, pour le coup, eux, ils ont foncé tête baissée sur cette partie-là. Mais rappelle-moi la question. Est-ce que tu penses que c'est une question c'est une question de cohérence de marque ou une question de pouvoir? Ah. Bah, je pense que c'est un peu des deux, très Un clairement. peu des deux. Ouais, clairement un peu des deux. Après, de pouvoir, c'est quand même assez vaste parce que je pense que d'un côté, ils veulent garder un peu le contrôle sur leurs produits. Et il y a une notion que j'aimerais vous donner là sur le débat, c'est la notion de droit intellectuel sur un jeu vidéo. Ouais, bien sûr. Là où, par exemple, le football va pas forcément appartenir à une entité. Là, pour le coup, quand tu fais ton e-sport sur League of Legends, le jeu va appartenir réellement à une entité, ce qui change absolument toute la donne et tout l'équilibrage un peu de notre écosystème. Là où dans le sport, on va avoir de la billetterie. Quand on va rentrer dans le stade, etc., il va y avoir du merch qui est aussi très développé. Là, pour le coup, dans les stades, ils vendent du merch. Alors que nous, au final, dans notre e-sport, ça va être les équipes qui vont vendre leur merch, Oui, souvent en ligne. e-commerce et tout. Donc c'est vraiment d'autres échelles. Et je pense qu'en fait, il nous manque un revenu quelque part dans l'e-sport pour que ce soit un peu tenable. On sent quand même que tout le monde se serre un petit peu la ceinture pour faire de l'e-sport, pour fabriquer de l'e-sport, et que derrière, finalement, le plus gros bénéfice, c'est l'éditeur qui va l'acquérir, c'est-à-dire l'audience et la fidélisation de ses joueurs. Donc peut-être que pour l'éditeur, pour répondre enfin à ta question, peut-être que l'éditeur a compris son positionnement ultra important dans le secteur, et peut-être qu'il a envie de conserver justement cette place si privilégiée et si centrale. Ouais, c'est plus une question de pouvoir sur les personnes qui regardent et donc sur les revenus qui sont générés par ça aussi peut-être. Donc, Mmh. Bah oui. Si je peux rebondir, en fait, bien sûr. aujourd'hui, on a eu beaucoup de news ou d'annonces qui parlaient justement, en fait, que l'éditeur qui a le plein pouvoir, ça peut entraîner de l'instabilité, justement, parce que n'importe quel changement sur la scène, que ce soit dans leur format, dans leur revenu sharing pour les équipes,
eh ben, ça peut faire de gros trous. Et là, il y a un article qui est sorti sur Shippy Sport justement qui parlait de la scène Call of Duty et des revenus des skins par rapport aux équipes e-sport justement. Et en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu, on s'en est devenu du débrouillez-vous, dans le sens où il faut être le plus visible, il faut avoir la communauté la plus engagée. Et pour résumer rapidement, il y avait qu'une équipe justement qui l'année dernière atteignait le 1,5 million de ventes de leurs produits, qui était Optic Gaming. Et ce qui fait que la part du gâteau pour les plus petites, eh ben, vont galérer à pouvoir se rémunérer et à aider à payer leurs joueurs et ce genre de choses. Et donc du coup, en fait, c'est ça. C'est aujourd'hui, je pense qu'il y a un point de vigilance là-dessus. Et il y a peut-être, comme il s'est passé par le passé, que ce soit avec Overwatch, avec l'Overwatch League, qui s'est cassé la figure. Et les dernières choses qui se sont passées avec Riot, notamment, je pense que vous l'avez entendu, avec l'invitation pour le Winter Split d'équipes et qui potentiellement ferait baisser le prix du slot. Et justement, des équipes qui ont un peu protesté pour dire que c'était pas normal. Nous, on paye plus de X millions d'euros pour être dans votre ligue et vous invitez des équipes gratuitement. Donc, faut faire attention à ça. Je pense que Riot, et j'espère qu'ils l'ont compris, justement. Ouais, il y a aussi, alors pour le coup, j'aimerais juste revenir sur ce que Scaldito disait dans le chat, qui est un peu lié à ce que tu viens de dire. C'est assez difficile d'être un média indépendant en e-sport. Lui, il a donné des exemples, hein. Shippy Sport, tu en parlais. Parlons e-sport, qui est le média qu'il a fondé. Remake, Nexus, etc. D'ailleurs, Scald, j'espère que tu vas bien, que ça va mieux. Et Smallval, qui justement, j'ai envie de dire, continue cette question, qui est des droits de TV. En fait, c'est les droits de diffusion. Il dit les droits TV, mais en fait, c'est juste les droits de diffusion. C'est compliqué d'obtenir des droits de diffusion pour les gens qui veulent streamer, officiellement parlant, entre guillemets. Notamment, moi, je le sais parce que sur Rocket League, j'ai été très présent pendant plusieurs années et je sais que Rocket Baguette, chaque année, stressés comme des malades de savoir si, oui ou non, ils allaient avoir le droit de diffuser les RLCS l'année suivante. Et je pense que c'est un petit peu pareil alors peut-être pas sur LoL, parce que maintenant ça fait quand même assez longtemps, mais notamment sur CS avec, enfin voilà, notamment sur CS et aussi surtout sur Valo, il y a des gros problèmes de droits de diffusion. Les éditeurs ne veulent pas les donner. Et donc, je me dis, et ça, je pose une question ouverte à celui qui veut bien répondre. Est-ce que vous pensez que les éditeurs doivent peut-être plus lâcher les droits de diffusion plus facilement pour aussi mettre plus en avant ce qu'ils font, leur jeu, leur e-sport? Mais je pense que les droits de diffusion, c'est malheureusement sur certains points obligatoire, parce que ça leur permet de contrôler tout simplement les personnes qui vont commenter. Le fait d'avoir des droits de diffusion plus chers, ça leur permet d'être sûr d'avoir des professionnels qui travaillent là-dessus. À exemple, par exemple, sur CS, le Major, il faut savoir que les droits de diffusion sont libres d'accès sur les premières phases, permettant justement de mettre de la visibilité dans tous les pays. Mais par contre, oui, il y a des. D'ailleurs, je sais pas si. Non, je pense que je peux le faire, mais ayant bossé avec une grosse boîte de diffusion sur CS, j'ai eu les chiffres, notamment vend des chiffres. Donc, je sais pas si on peut parler de chiffres ici, mais en tout cas, Oui, bien sûr. on tourne autour. Il faut le savoir, à l'année pour CS sur les droits de diffusion pour toute compétition confondue, hein. Mais un studio qui va avoir tous les droits sur toutes les compétitions à l'année sur son jeu, sur CS en tout cas, alors j'imagine que c'est vraiment aberrant, on tourne autour du 1 million d'euros de droits de diffusion, hein. Ça me choque pas. Donc, forcément, en tant qu'indépendant, impossible d'aller chercher un événement comme ça. Et c'est aussi pour ça que le milieu de casteurs peut être un peu fermé, parce que ça oblige à bosser en partenariat ou directement avec tout simplement les grosses boîtes qui détiennent les droits de diffusion. Donc voilà, le côté positif, ça va être le côté où bien évidemment ils s'assurent d'avoir
de la qualité, parce que forcément, quand tu es capable d'aller mettre 50 000, 100 000 euros dans des droits de diffusion, tu as forcément envie de pérenniser cet argent et tu as envie d'avoir le contenu le plus qualitatif possible qui va avec la somme que tu as investi. Mais par contre, de l'autre côté, ça oblige à se brider et tout simplement de louper, de passer à côté de talents bruts qui n'ont pas la chance de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Pour moi, il y a énormément de jeunes notamment qui, parce qu'ils n'ont pas eu les contacts, parce qu'ils n'ont pas eu ça, n'ont pas eu l'occasion de montrer leur talent. Et je pense qu'il y a énormément de gens comme ça. Voilà. Bah écoute, je partage vraiment ton avis là-dessus. Et pour le coup, le chiffre est pas très choquant, selon moi, pour avoir tous les droits sur tout, on va dire. Sur CS, en tout cas, je trouve pas ça si choquant. Merci en tout cas, messieurs, pour vos éclairages. Ouais, bien sur sûr. le sujet du Bien sûr, droit bien de sûr. diffusion, juste pour apporter encore une petite pierre à l'édifice. Quand même, on a tendance à oublier que finalement tout notre contenu e-sport, on le consomme on le consomme vraiment gratuitement. Alors que je fais encore un parallèle sur le sport, mais maintenant c'est habituel de devoir soit payer un IPTV un peu chelou, soit payer Ligue 1 Plus pour consommer en fait son sport. Donc c'est vrai que on cherche où est l'argent. Dans la billetterie, effectivement, le droit de diffusion peut-être un peu trop cher, etc. Mais peut-être aussi on devrait faire payer le consommateur. Alors bon, je vais pas dire que ça nous avantage, mais peut-être que pour faire avancer les milieux et le professionnaliser encore plus, c'est peut-être une étape sur laquelle on devra aller un jour. Là où les éditeurs sont forts et là où je pense qu'ils font énormément d'argent quand ils rentabilisent l'e-sport, c'est tout le côté skin qui permet de faire vivre les jeux actuellement, parce que pour moi, ce qui permet justement à un jeu de tenir sur la longueur, c'est les skins. Il y a un autre format qui existe, World of Warcraft, un système d'abonnement qui permet d'avoir du coup un suivi sur les éditeurs, mais les éditeurs, on est d'accord que pour qu'un jeu se pérennise dans le temps, il faut qu'il ait une rentrée d'argent. Et là maintenant, le format free-to-play qui a complètement inondé le marché et qui fonctionne le mieux et au final qui rapporte le plus d'argent aux éditeurs, et c'est sur les skins tout simplement. Et justement, de plus en plus de jeux s'ouvrent à l'e-sport et relient e-sport et skin. Ce qui n'était pas le cas avant, typiquement. Sur CS, on va avoir avant chaque major, bien évidemment, les stickers qui rapportent énormément d'argent avec une partie qui est reversée au club. Donc là, justement, il y a tout ce côté club. Mais par exemple, pour le côté League of Legends, il y a des skins de joueurs. L'équipe qui gagne justement les Worlds a la possibilité d'avoir des skins personnalisés par rapport aux joueurs qui ont gagné les Worlds. Donc petit à petit, les éditeurs arrivent un petit peu à trouver ce lien entre e-sport et rémunération par le biais des skins. Et ça a été, je pense, une des plus grosses rentrées d'argent. D'ailleurs, je rebondis juste une dernière fois avant que j'oublie, parce que je voulais en parler tout à l'heure. Un autre modèle économique encore, par exemple Dota 2, qui est quasiment unique là-dessus, avec The Invitational, qui est le cash price le plus élevé d'une compétition e-sport. Alors, je sais pas si les chiffres sont encore justes, mais il me semble qu'on était à plusieurs, genre 25 ou 26 millions de cash price pour une compétition dans l'année. Et ça a été payé par les skins, justement, principalement, et donc quasiment, je crois que 50% des skins achetés par les joueurs étaient reversés en partie en cash price à l'e-sport. Donc ça peut être aussi une autre façon de voir comment mettre de l'argent dans l'e-sport. Du coup, pour Dota, eux, ils récupéraient l'argent des skins, ils le mettaient dans l'e-sport directement via le cash prize. Mais je crois qu'il y a aussi des initiatives où, dans Rocket League, par exemple, t'achètes des skins et ça revient à la team, pour le coup, et pas forcément directement. Mais ça aussi, c'est des modèles cool. Franchement, c'est lourd. Ouais, tu as des skins en fait de team directement, Carmine Corp, Team Vitality, etc. Et tu achètes et ça va, je crois que c'est 20% ou un peu plus qui va directement à l'équipe à laquelle tu as acheté, pour laquelle tu as acheté ton skin. Il y avait d'ailleurs sur LoL aussi, il y avait des emotes à une certaine époque aussi. Donc oui, non. Emotes cassés et aussi, les codes créateurs, hein. Pour justement pour le côté les codes créateurs sur plein de jeux, Fortnite et plein d'autres jeux maintenant, ce qui se mettent au format code créateur, qui marche pas mal. Ouais, aussi. Valorant avec les skins et puis aussi Call of là, typiquement chaque année maintenant c'est ce qu'ils ont trouvé, sauf que aujourd'hui la difficulté de ça, je pense, c'est le jour où l'éditeur il retourne un peu sa veste, sa scène un peu e-sport elle commence à coûter un peu beaucoup, le jeu il se pète un petit peu la gueule, et
Au lieu de faire du 50-50 avec l'équipe, ils vont peut-être prendre plus et puis du coup, les équipes auront moins à manger et il y en a qui vont peut-être, se défaire de leur place dans leur ligue. Mais Donc c'est un c'est peu fou. dommage aussi, tu vois? C'est fou parce qu'on discute et à chaque fois on revient toujours à la même conclusion, c'est on va voir ce que les éditeurs vont faire, mais à chaque fois c'est toujours pareil. Donc au final, pour Ouais. répondre à la question, en vrai, ils ont tous les pouvoirs et là je pense Ils ont le dernier mot. qu'ils ont Ils ont toujours le le dernier dernier mot, mot. ouais. Ouais, c'est frustrant. Ouais. C'est frustrant. C'est ça aussi malheureusement qui est qui est inhérent pour l'instant à l'e-sport. Je voulais juste passer rapidement sur un sujet qui était quand même important, qui est lié justement à tout ce côté de rémunération, d'achat de skins, etc. Et c'est surtout quand même qu'il y a un sujet assez actuel, c'est quand même donc le streaming. On en a parlé jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il remplace la promotion, ce que j'appelle traditionnelle, les pubs à la télé, les pubs dans les métros, dans les stations de bus, etc. Parce qu'on a aujourd'hui quand même des jeux qui sont uniquement portés sur Twitch et uniquement surtout portés par Twitch et par des créateurs. Est-ce que pour vous, la publicité donc plutôt classique compte encore vraiment dans la donne, notamment donc en e-sport, mais surtout dans le jeu vidéo. Peut-être Romain, je veux avoir ton avis là-dessus d'abord et après on passera aux autres. Mm. Bah, là on parle vraiment de jeux e-sport ou alors du jeu vidéo en général? Jeux vidéo en général. Ok, bon bah alors là, la réponse, ça peut être bien longue, bien étayée, mais pour donner un premier élément de réponse, ça dépend le positionnement. Il y a encore des jeux qui sont encore très très grand public, souvent sortis sur console, qui eux bénéficient encore justement des, de la publicité sur la télé, hein, encore, hein, vraiment. Mhm. Alors on en voit forcément encore un peu moins, mais je pense évidemment à Nintendo qui continue de faire ses pubs pour chaque lancement de nouveau Pokémon. Voilà, donc ça dépend vraiment le positionnement de chaque jeu. Après, il va y avoir du gros triple A qui vont plutôt décider d'inonder les plateformes Twitch, payer bien comme il faut Amazon, etc., pour lancer leur dernier Call of Duty. Et ça marche plutôt bien aussi. C'est aussi des stratégies d'inondation, quoi. C'est-à-dire, en fait, on va inonder le marché avec notre budget marketing et vous allez voir que notre jeu. On n'essaye pas forcément de cibler le fan de FPS. On va pas trop jouer non plus sur la nostalgie du Ah, j'aimais bien Call of à l'ancienne. Ça y est, maintenant c'est terminé. Là, leur stratégie, c'est vraiment on inonde, on inonde. Et sur cette inondation, s'il y a 5% des gens qui se sont tapés la pub, qui achètent leur jeu, bah ils sont ravis. Et à côté de ça, là, on va de plus en plus bas hein, dans les budgets. Il va y avoir des jeux qui vont être des double A avec un éditeur, ou alors des jeux qui sont sous perfusion d'un éditeur, ou des fois des jeux qui sont des studios de 10-15 personnes qui vont pas forcément avoir beaucoup de budget marketing et qui vont plutôt essayer de miser sur une communication extrêmement ciblée. Parce qu'ils peuvent pas se permettre de payer, enfin de perdre du budget marketing. Il faut que ça soit rentable. Donc on va plutôt viser des influenceurs. Tiens, pour lancer mon nouveau jeu City Skyline, eh ben, je vais voir sur YouTube s'il n'y a pas des youtubeurs spécialisés vraiment dans ma niche, simulation, création de villes, et là on va aller vraiment dans le spécifique. Et bah, tout récemment, on commence à avoir des petites agences de communication qui vont agglomérer plein de petits streamers, des nano-influenceurs qui ont entre 5, 10, 15 viewers, et ces petits nano-influenceurs-là, on va leur proposer bah, des OP, mais des OP à leur Michel. Ouais. échelle. Volume, Voilà. ouais. Alors volume. Et on commence à voir émerger ce genre de communication et ça commence à être un peu intéressant bah, pour des gens comme moi qui bossent dans la communication, mais aussi au studio directement, qui se disent tiens, ça peut être intéressant. J'ai que 400 euros de budget, je peux peut-être avoir 400 joueurs sur mon prochain playtest. Et voilà. Donc pour répondre à ta question au global, ouais, la publicité à la télé, ça fonctionne encore. Quand on a les moyens de se le payer, on peut le faire et c'est intéressant. Et Mais aussi des peut-être que objectifs ça. des fois de. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire peut-être que les plateformes numériques comme Twitch, YouTube, etc. deviennent peut-être de plus en plus la priorité ou non? Je pense que oui. Je pense honnêtement que oui, parce que ce que j'allais dire en terminant Ouais, mon ouais. propos, c'est que maintenant, de la publicité à la télé, c'est aussi une manière
de faire de l'awareness, de dire regardez, notre marque est encore présente. Et des fois, c'est bientôt Noël, on va peut-être avoir les télés allumées lors du repas de Noël ou voilà, et ben on va peut-être voir une pub de Nintendo et on va se dire ah bah tiens, Nintendo fait encore des pubs et bam, dans notre inconscient, on se dira ils sont gros quand même. Voilà, je pense que cet objectif-là est maintenant un peu plus secondaire et que le marketing sur les réseaux, sur Twitch, via Amazon ou via des influenceurs devient vraiment le plus important. Ouais. Ouais. Parenthèse, juste avant que vous rebondissiez, j'ai déjà vu une pub Nintendo, alors dans un Red Lion. Je sais pas si vous connaissez un peu ce que c'est, mais c'est un bar qui est ultra connu dans le sud de la France. Il y a plein de bars de partout de Red Lion, il y en a pas mal. J'ai fait une pub de Nintendo dans un Red Lion, qui est genre juste un bar de base, un peu genre pub, comment on appelle ça, un pub à l'anglaise, quoi. Bar gaming. Ah, ok. Non, un vrai Ouais, pub. un pub. Hein. Rien à voir avec. Rien à voir. avec... Je l'arrête là. Rien à voir avec le gaming, mais justement, j'ai vu ça, j'étais en mode, mais pardon. il est 23h ou minuit, genre, il y a une pub Nintendo qui part d'un coup, mais j'étais en mode, bon, ok, d'accord. Ouais. Ah bah, mais Coca-Cola. Oui, je pense qu'à 23h, après quelques bières, je pense que les Pokémon, tu l'as appris de la même manière. Ils se sont dit, il y a un truc, un business plan à creuser là-dedans. Là. Ah, vraiment, il doit avoir ça. Mais ouais, non, je vous laisse rebondir peut-être, ou Vodka ou Rix, vous vouliez rebondir. Bah, moi, j'avoue que justement, je trouve que justement le côté marketing où il va y avoir justement des propositions à des casters, à des streamers justement et tout. Je trouve que c'est quelque chose de très sain au final parce que ça permet d'éviter d'avoir du marketing unfair entre guillemets où justement les studios AAA inondent le marché avec des publicités justement, on en voit sur Twitch, on a tous vu la pub Twitch, Call of Duty du dernier jeu et tout ça, mais à contrario, j'avais quelques exemples que je trouve très pertinents, des jeux comme Peak par exemple, ou Repo, des jeux comme ça qui sont des jeux indépendants avec des tout petits studios qui ont l'intelligence d'aller contacter des gros streamers qui ont juste déliré sur le jeu, et le format de jeu un peu what the fuck délire avec ses potes, on a vu que ça a complètement marché. D'ailleurs, si on regarde les classements Steam, tout simplement les notes Steam et les jeux les mieux notés, c'est très souvent des jeux indépendants ou des jeux clair obscur du coup extrêmement bien notés sur Steam, mais on a justement ces formats de jeux là qui ont réussi à marcher grâce justement à de la communication via justement des streamers, et je trouve que c'est assez sain parce que c'est tout bête, mais en général chaque streamer entre guillemets est dans une niche, comme tu le disais, a déjà un petit peu son contenu, les jeux qu'il aime, le style de jeu, et justement le fait de pouvoir cibler ses créateurs et leur montrer, on sait qu'on va toucher un public qui va être intéressé par notre jeu, et après derrière le seul truc qui va faire rester les gens sur notre jeu, ça va être le gage qualité du jeu. Si le jeu est bien, les gens resteront, si le jeu l'est moins, les gens partiront, mais dans tous les cas ça crée des ventes, ça crée des achats, et je trouve que c'est un marketing sain. Ouais, c'est peut-être Rix, tu voulais ou Romain, des deux, si vous vouliez rebondir. Romain, vas-y. Bon j'y vais. Vas-y. Je suis d'accord avec toi. Les jeux indépendants, là, on commence à en voir pas mal émerger et tout. Maintenant, il existe le biais du survivant qui fait que on ne voit pas tous les studios de jeux vidéo indépendants qui se cassent la gueule, à qui on n'entend jamais parler de leur jeu parce que juste on n'a pas d'attention sur eux. Peak, Megabonk, Repo. Moi, j'adore étudier ces cas-là de jeux indépendants qui émergent, des fois sans aucun marketing. L'histoire de Peak, elle est folle. C'est 4 développeurs. Ils ont fait une game jam. Ils se sont dit, tiens, et si on faisait un jeu avec juste un système, la barre d'endurance. Ils ont mis ça et c'est vraiment central dans leur jeu. Ils se sont dit, on va mettre du multi et du voice chat de proximité. Les gens ont adoré. Et en fait, limite, dans ces cas-là, qui sont très particuliers, le marketing, c'est le produit. Dans le sens où tu proposes un concept en fait. Tu proposes Exactement. Un concept et les gens après vont dessus, ouais. Exactement. Et je prends par exemple, pour finir, l'exemple de Palworld. C'est pas pour moi, c'est pas un studio indé. Voilà, mais voilà. Il est gros quand même, mais on peut parler encore quand même de studio indé, je pense. Ça c'est encore une grosse définition, et puis je vais peut-être pas être d'accord avec vous, etc. mais pour moi, le terme indépendant est maintenant utilisé à tort et à travers.
Ouais, il est honnêtement. galvaudé. Ouais, complètement galvaudé. Je prends une take très risquée tout de suite. On va peut-être pas rebondir tout de suite dessus, mais Clair Obscur pour moi n'est pas un jeu indépendant. Voilà. Voilà. Mais Je le comprends en vrai. Hein. Je Ouais, mais là, comprends. moi, là-dessus, je suis pas d'accord. on peut en débattre. Bah, Je voulais on juste en finir débattra sur même en Palworld. privé si tu veux, mais juste, enfin, pour l'histoire, c'est quand même 4 personnes qui étaient genre parties d'un gros, enfin, on va pas les citer, mais d'un gros éditeur de jeux vidéo, euh, juste pour éditer un autre jeu qui était à leur vision. Alors certes, peut-être qu'aujourd'hui ils sont pas indépendants, mais je veux dire l'équipe de base, enfin voilà. Et ça Ah, peut moi j'ai du évoluer. mal Tu vois, avec par ça. exemple, un jeu comme Kenshi, par exemple, Kenshi, c'est un jeu indé. C'est un mec solo qui a taffé pendant des années, qui s'est lancé dans son truc. Mais sans dire que le côté, c'est pas forcément un gage de non-qualité, le fait que le jeu soit pas indépendant. Hein. Bien Le sûr. jeu est incroyable. Mais à partir du moment où tu as du soutien extérieur, et bah du coup, tu peux perdre cette image de jeu indépendant, mais ça n'en démérite pas que le jeu est incroyable et Bah que oui. plein de studios qui ne sont pas indépendants sortent des jeux merveilleux. Bien sûr. J'ai pas, je savais qu'en allant mettre cette télé-là, j'allais ouvrir une grosse parenthèse. J'aurais 1000 trucs à dire sur le sujet, mais je vais juste terminer ma réponse en disant que, en finançant sur Palworld, que j'ai évoqué tout à l'heure, je parlais justement des fois, c'est le produit qui est le marketing. Et justement, Palworld était très efficace là-dessus. Il avait un pitch très serré. Imagine Pokémon avec des guns. Et juste avec cette phrase-là, en fait, tu avais un pitch Bien résumé. incroyable à présenter à tes copains. Et derrière, bah, t'es pas obligé de pousser niveau marketing quand le bouche à oreille est aussi efficace. Voilà, je voulais juste dire ça. Mm. Juste, je voudrais qu'on entende un petit peu Rix sur le sujet au niveau notamment donc publicitaire, Mm. parce que tu as quand même fondé Lastit, qui est devenu rapidement un média majeur oui, majeur dans l'actualité e-sportive. Est-ce que pour toi justement, parce que pour recentrer aussi un peu le débat, on va pas se mentir, Oui, de toute est-ce que façon, j'allais recentrer. Donc, parfait. Est-ce que tu penses que justement la pub plutôt classique, elle devient un peu has-been et ouais. alors pour l'e-sport mais aussi pour les jeux vidéo hein, globalement. Ouais. Est-ce que tu as vu ça justement en voyant l'actualité sportive, en la traitant tous les jours et même toi peut-être avec la site si alors j'ai pas remarqué ça quand il y avait mais peut-être que vous avez fait vous aussi des pubs. Non, non, on est resté vraiment très dans notre coin à développer ce qu'on faisait. Mais si tu veux, oui, aujourd'hui, la publicité classique, elle se fait bouffer par le monde, surtout de l'influence. En fait, vous parliez beaucoup des streamers, mais aujourd'hui, j'irai plus loin en parlant des influenceurs parce qu'aujourd'hui, les marques, elles vont directement se diriger vers les influenceurs. On se diriger vers les influenceurs parce que c'est eux qui ont le vivier, c'est eux qui engagent. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qu'on cherche au niveau des marques, c'est de l'engagement, c'est de la visibilité. Les influenceurs aujourd'hui vous le donnent. Et après, il faut juste bien faire quelque chose de bien rodé pour que c'est pas une simple publicité qu'aujourd'hui sur TikTok tu vas scroller. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui pour ces marques. Elles ont plus à perdre à mettre de la publicité sur des applications comme TikTok et se faire scroller que de faire de vraies activations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de marques qui vont se tourner peut-être vers des clubs e-sport influenceurs, parce que en fait, il y a toute l'influence et on le voit aujourd'hui avec Gentlemate. Gentlemate, ils n'ont aucun problème aujourd'hui à ramener des sponsors et aller et que ça les finance des jeux, parce qu'aujourd'hui, ils ont les deux plus gros influenceurs français. Donc, c'est beaucoup plus facile de mettre en avant leur marque, faire de la publicité et de galvaniser sur ces communautés e-sport que d'aller faire de la publicité classique. Et je prends aussi un exemple que je voulais dire, parce qu'on a parlé de la télé et autres. Et je ne sais pas si vous avez vu pour la dernière saison là, qu'il y a eu sur Fortnite avec El Simpson. Et Oui. eux, ils sont allés mettre placardés dans les arrêts de bus des affiches de Bart qui est en train de taguer. Enfin, je sais plus exactement c'est quoi l'image, mais ils ont placardé un petit peu partout. Du coup, la nouvelle saison, ils ont fait beaucoup de teasers justement pour cette nouvelle saison avec sur le thématique de Simpson, et je trouve que c'est super bien parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils photographient dans la rue, ils voient, ça leur évite de forcément capter l'information que sur le téléphone, et je trouve que c'est vachement plus ouvert et plus fun d'amener aussi cette publicité. Et en parallèle, par rapport à l'e-sport, je sais pas, l'Evo à Nice, il y avait placardé sur les tramways de la ville, justement, publicité pour le jeu Twix KO de Riot Games.
Je sais pas si tu peux afficher les images en stream ou quoi, ou sinon il faudra les trouver par la On suite. va voir si à la régie on peut le faire. Mais, Ouais. mais tu vois le tram avec marqué Twix, KO, Riot, ils ont profité en fait que justement il y a une influence de monde qui vient pour l'Evo. Il y a eu un monde énorme à cet événement. Tu placardes tous les transports en commun de la ville avec le nouveau jeu que tu veux faire la promotion. Je trouve que ça match. À Londres aussi, je sais plus c'était pour quel événement, c'était pour du Counter-Strike. Sur les bus londoniens, sur les 2 étages, il y a vachement de place pour Tout à venir fait, ouais. placarder des choses. Et ben tu viens mettre ton événement, faire la promotion de ton événement, de ton jeu. Voilà, enfin ça c'est ce que je voulais rajouter et je trouve que ça rajoute un peu, on sort un peu du numérique, on va dans un truc un peu plus réel entre guillemets Ouais, et ça vient contrebalancer un petit peu quoi. c'est clair. Juste un petit mot, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la communication en physique qu'on pourrait voir comme ringard, hein, c'est vrai. Mais au final, c'est vrai que quand c'est le numérique qui sort un peu de notre écran, ça fait un effet un peu particulier. Et c'est Mmh. hyper intéressant. Hyper intéressant. Bah, surtout Moi, ça qu'en me fait plus on le plaisir voit pour partout toi. maintenant, parce que par exemple typiquement on voit que ça se petit à petit ça se met dans plein de formats différents. Par exemple, ne serait-ce qu'on parlait un peu de français tout à l'heure avec Arcane. Et ben, c'était le Ah ouais, meilleur bah, exemple. Ah ouais. Arcane, ça a fait parler. Plein de gens qui connaissaient pas du tout l'univers e-sport, qui connaissaient pas du tout l'univers des jeux vidéo, ont regardé Arcane et ont passé un super moment. Et c'est vrai que du coup, maintenant, des personnages de League of Legends et Riot a la capacité à sortir dans n'importe quel domaine. Ma comparaison, elle est un petit peu bizarre, mais moi, Riot, je les vois un petit peu comme ce que font actuellement la Chine avec l'essor qu'on voit actuellement. Typiquement, merci pour l'image, merci à la prod. C'est vrai que ça rend, ça fait un très beau teasing de l'événement alors que c'est beau, du hein. jeu vidéo et ça permet Ouais. justement de Cool, hein. donner cette visibilité. Et donc mon exemple un peu bizarre, mais typiquement en ce moment dans un très gros essor chinois, ne serait-ce que par exemple pour le milieu de l'automobile, on voit qu'ils prennent le milieu de les voitures électriques, ils prennent exactement les concepts comme partout, mais sauf qu'ils font un peu mieux. Et Riot Ouais, bien a cette sûr. capacité à copier tout ce qui se passe, mais c'est les meilleurs copieurs du monde, League of Legends. Ouais. Ils ont réussi à prendre des MOBA, à en faire League of Legends. Ils ont pris des jeux de combat, moi pour avoir pas mal joué quand même à 2XKO, je trouve que ils ont pris des bonnes idées de partout et ils l'ont rendu un peu plus accessible. Donc ils savent comment faire venir des gens sur leur jeu et à chaque fois que ils font des jeux, ça va marcher, ça va attirer du monde. Il y a eu des jeux ratés, hein. Il y a eu le RPG qu'ils ont fait, je sais plus exactement le nom que j'ai eu l'occasion de faire. Il est bien, mais c'est pas mais au final c'est pas grave. Ils ont fait tellement de tentatives et ils ont fait tellement de jeux qui marchent que tu sais que c'est un gage de qualité, quoi. Vas-y, Romain, tu conclus Oui. le sujet, vas-y. Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis avec Arcane. Et c'est vrai que c'est aussi un autre axe de communication, c'est développer son lore et son univers transmédia. Et je voulais faire un petit big up à une petite société qui est devenue grande maintenant, française, qui s'appelle Ankama, qui sont les pionniers Oui. qui ont fait ça avant Riot Games. Voilà, donc je tenais à le dire. Voilà. En plus, On les embrasse. je suis lillois, donc voilà. Ah non, mais c'est les GOAT, j'ai envie de te Les dire en GOAT. France. Donc oui, on les embrasse très fort. D'ailleurs, merci merci de les avoir cités. Les amis, je voudrais, alors j'avais prévu de faire un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Je vais juste vous demander, alors ça va être très dur, malheureusement, je suis désolé de vous demander ça maintenant en plein direct, mais on va traiter juste d'un sujet en une phrase, ou en tout cas en une take chacun, assez rapidement. On va parler des médias tradis. Les médias traditionnels, donc la télé, la radio, la presse écrite, etc. Ça, c'est mon côté un peu plus journalistique. On sait qu'ils couvrent l'e-sport en général maintenant, en tout cas de plus en plus, notamment grâce à l'équipe qui ont fait un travail absolument énorme. On va pas citer le journaliste qu'on connaît tous, mais le gaming a énormément de poids aujourd'hui, le jeu vidéo a énormément de poids aujourd'hui, notamment chez les jeunes, mais on retrouve quand même énormément de maladresse, d'approximation, même d'angles assez caricaturaux quand on parle de jeux vidéo dans les médias. Même si la tendance est en train de changer un peu tout doucement, mais c'est encore compliqué. Pourquoi, à votre avis, et on essaye de répondre le plus rapidement possible, je suis désolé, mais pourquoi est-ce que, à votre avis, du coup, les médias traditionnels ont toujours du mal
à parler de jeux vidéo assez sérieusement. J'aimerais bien d'abord, si c'est possible, d'avoir l'avis de Rix. Et après, je te donnerai la parole, Vodka, et après Romain. Aujourd'hui, je pense que pour citer l'équipe, ce qu'il y a des fois en commentaire du média, c'est des personnes qui viennent du monde du football, qui viennent d'autres sphères et qui sont encore trop comme tu as dit, dans le péjoratif du jeu vidéo. Ce qui fait que ça dessert un peu et c'est difficile après de venir et d'emmener ces personnes-là vers le gaming. Un parallèle que je pourrais faire peut-être, c'est on a FC 25, FC 26, tous les FIFA qui ont précédé aujourd'hui FIFA, ça peut être le point de jonction pour maintenant des personnes qui ne sont pas du tout du gaming et qui voudraient s'intéresser à l'e-sport et comprendre les rouages. Mais il faut vraiment prendre le temps et essayer de continuer à populariser, à vulgariser un maximum justement la pratique pour qu'on puisse effacer un petit peu tous ces dires qui aujourd'hui, on pouvait avoir ces propos il y a 10 ans et aujourd'hui, en fait, au vu de la place prédominante du jeu vidéo et de l'e-sport aujourd'hui, je pense que ça n'a même plus lieu d'être. C'est juste des personnes qui sont fermées d'esprit là-dessus, quoi. Et j'ai plus exactement le contexte de ta question de base initiale, donc je sais pas si j'ai bien répondu, mais Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est quelque chose que tu as apporté pour le coup, mais c'est en résumant un peu ce que tu as dit, c'est peut-être aussi rajeunir les journalistes qui traitent l'information en e-sport oui. aussi. Ah oui, Ça ouais, peut ça être une aussi. solution. Ça aussi, aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui communiquent autour du jeu vidéo, de médias traditionnels ou de médias locaux, de journalistes, etc., qui s'accaparent les sujets de l'e-sport parce que c'est des sujets qui parlent, qu'on entend de partout. Il y a certains événements, certaines choses qui sont évoquées et qui font sens. Et en fait, c'est des personnes qui ne connaissent pas et qui ne savent pas comment traiter l'information et comment valoriser l'information auprès du public et qui dans leur rédaction ou dans l'utilisation des mots et sont complètement «des boomers» entre guillemets, quoi. Ouais, has-been. Mmh. Vodka, tu en penses quoi de ça, toi? Moi, je pense que les deux mots vraiment où je vais axer ma réponse, c'est générationnel et Ouais. jalousie / peur. Je m'explique. Générationnel, c'est la génération souvent des médias. C'est un média qui est quand même maintenant un peu daté sur pas mal de médias. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a des métiers qui ont apparu, des métiers qui ont disparu. Maintenant, on n'a plus de cordonniers. Plus jeune, il y en a qui connaissaient les cordonniers, maintenant on n'en a plus. Voilà. Mais il y a des métiers comme ça qui sont pas voués à disparaître, mais qui sont plus entre guillemets de leur époque. Je trouve que maintenant beaucoup du coup sont nés avec l'informatique, sont nés avec ça, et donc forcément ça va nous parler beaucoup plus. Et je pense que par exemple, pour avoir ma famille qui est énormément là-dedans, mais par exemple la presse écrite, par exemple, c'est un média qui est pour moi amené à mourir. C'est une mauvaise chose, c'est triste, mais c'est comme ça. Elle va être remplacée par des tabloïds, qui va être remplacée par d'autres médias. Je pense aussi que justement, au début, maintenant ça commence à peut-être petit à petit un petit peu à être accepté, mais je pense que au début il y avait justement cette peur du nouveau, tu vois, c'est une nouvelle chose, c'est un nouveau média. En plus au niveau des chiffres, on voit que ça marche de mieux en mieux, et du coup forcément. Le seul élément que la télé, par exemple, avait, c'était de décrédibiliser, de descendre, vraiment, pour dire, vous voyez, c'est un monde de gamins rempli de puants qui vont rater leurs études. En plus, ça les rend violents. Je trouve qu'il y a plein de stéréotypes et je trouve que les médias tradis ont un petit peu appuyé sur le côté stéréotype pour descendre, en fait, tout simplement, et décrédibiliser cet univers-là. Maintenant, on voit que actuellement, c'est bon, les esprits sont ouverts. On a vu que c'était un milieu qui est ultra large, que ce soit même hors jeux vidéo, parce que maintenant sur Internet, la catégorie qui marche le mieux sur Twitch, c'est le Just Talking. On a maintenant une évolution. On est sur un média d'avenir, et donc forcément, ça a fait peur. Et je pense que la télé, il y a eu un petit peu eu ce truc de crainte. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, enfin, il y a des gens qui ouvrent les yeux, et des personnes comme par exemple Samuel Etienne permettent d'ouvrir un petit peu les gens qui sont de la télévision et de découvrir un univers qui leur était complètement inconnu. Dernière toute petite parenthèse anecdote, parce que je l'ai vécu ce week-end et je trouvais ça sympa de pouvoir dire ça d'un point de vue générationnel. J'étais à l'UTT Arena, il y a un joueur, le Benjamin de la compétition, 4Kame, son pseudo, qui était accompagné de ses parents.
16 ans, il avait, et ses parents donc un peu plus âgés, qui l'accompagnaient, qui suivaient toutes ses compétitions e-sport, qui l'accompagnaient, qui étaient là pour justement le suivre, et qui connaissaient. On a eu une discussion avec eux, discussion de matchs de major et de matchs e-sport, alors que c'est des personnes plus âgées que moi. Et je trouve ça incroyable justement que les esprits s'ouvrent et que maintenant, on commence à accepter ça et même à voir le positif, quoi. Oui, et puis personnellement, je peux le dire, hein, étant mon métier, journaliste, je vois de plus en plus de journalistes qui tentent de bien faire, parce que j'ai vu, en étant dans des, notamment, c'était l'année dernière ça, quand il y avait eu Zerator qui est venu à Marseille avec Dwagby, pour son événement qui s'appelait l'Ascension. Merci, ouais. J'ai pu le couvrir pour différents médias. Et il y avait donc des copains journalistes qui suivaient l'événement pour des médias locaux, et ils m'ont posé toutes les questions de la Terre. Parce qu'ils m'ont dit, j'ai pas envie de dire de conneries, je me suis déjà fait fracasser par les gars de ton âge là, parce que j'avais écrit des bêtises sur mon article. Donc là, je te pose toutes les questions. J'étais en mode bienvenue. Bienvenue. C'est plus synonyme maintenant. Le jeu vidéo, l'e-sport, c'est pas synonyme d'échec scolaire, c'est pas non plus échec social. Maintenant, il faut vivre avec notre temps. Tout le monde est sur Discord, tout le monde est sur les réseaux sociaux, discute comme ça. Il y en a beaucoup de trucs de dire les jeux vidéo ça isole, mais au final tellement de personnes et tellement de rencontres maintenant se font par le biais d'internet que c'est juste un petit peu différent. Alors certes, c'est sûr que pas l'époque de nos parents, il y avait des rencontres où ça allait jouer sur la place du village, ça allait se rencontrer dans des bars, dans des machins. C'est pas mort, on peut toujours aller sur les places de village, aller rencontrer des gens au bar ou dans n'importe quel lieu social. C'est juste que du coup, Internet et tout cet univers-là permet de rencontrer du monde. Et donc, c'est pareil pour le côté média, pour remonter sur la question. Certes, au début, ça faisait peur, mais maintenant, c'est rentré dans notre quotidien. Et je trouve pas que les médias traditionnels et les nouveaux médias ne peuvent pas coexister. Il faut qu'ils changent, justement. Je me permets de rebondir dans le sens où aujourd'hui, la vidéo, c'est le point central. Aujourd'hui, tu as un média, tu ne fais pas de la vidéo, tu perds de l'audience, tu perds du profit. Hugo Décrypte, c'est le meilleur exemple que j'ai à vous donner. C'est le mec qui fait toute l'actualité sur les réseaux, contenus verticaux. Et donc, du coup, tu scrolles, tu as ton info, tu n'as pas besoin d'ouvrir le journal pour avoir ta info ou allumer une télé. Et aujourd'hui, on a l'exemple que ça a changé. Je veux dire, les parents aujourd'hui, ils ont tous le téléphone et ils regardent l'actualité, ils regardent tout sur le téléphone. Et puis, ça va continuer à évoluer. Et la vidéo, pour moi, c'est le point central aujourd'hui pour tout ce qui est média. Et pour parler un petit peu de l'expérience avec Last Hit, nous, le point qu'on voulait faire, c'était de la vidéo. On savait que l'écrit, aujourd'hui, ça a ses limites. Ça n'intéresse pas plus forcément. Il faut aussi tabler sur d'autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et faire de la vidéo. C'est ce qui intéresse, c'est ce qui amène les gens, quoi. Robin, t'avais peut-être un truc à dire là-dessus? Oui, globalement, tout a été un petit peu dit. Je vais faire très court. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment le côté génération, le côté ignorance aussi pour moi, qui était quand même assez présent à la télé. Et finalement, ce triangle se termine sur, on va dire, le support, qui est le téléviseur. Donc finalement, c'est ces trois choses. Voilà, on peut globalement tout expliquer par ça et par le fait que le jeu vidéo avait pas trop sa place à ce moment-là sur la télé. Et je pense aussi que nous, en tant que fans de jeux vidéo, qui avons, je pense, à peu près tous le même âge, on a eu aussi ce besoin de représentation et ce besoin de reconnaissance un peu de la télé à un moment donné. Parce que plus ou moins, c'est nos parents qui consomment la télé. Et on s'est dit, si ça passe à la télé, c'est plus ou moins que mes parents valident le jeu vidéo. Et je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. On a une relation un peu étrange, je pense, avec la télé et cette génération qui comprenait pas trop le jeu vidéo. Ouais, Je pense qu'il y a du mieux, honnêtement. Il y a on l'a vu notamment avec le GP Explorer. Bon, c'est pas du jeu vidéo, mais on l'a quand même vu avec le GP Explorer On comprend le parallèle. Voilà, où France Télé a vraiment pris la main carrément. Danse avec les stars aussi. Ou Danse avec les stars d'Internet, oui, mais il y a la télé qui essaye de prendre de plus en plus de part sur le monde de l'Internet. Et qui. Les émissions de télé ressemblent de plus en plus au format Internet aussi. Hein. Mais ils commencent à copier. Hein.
Et inversement. Et inversement, bien sûr, forcément. Mais c'est pour ça que je dis que ça peut cohabiter. Parce que justement, Ouais. maintenant, si on veut suivre et faire ce qui marche, faut faire ce que les gens attendent, tout simplement. Et maintenant, ce que les gens attendent, c'est d'avoir un maximum d'informations le plus rapidement possible. Et mais ça, c'est très humain. Hein. Le cerveau humain est hyper curieux. Et donc, quoi de mieux que d'avoir un condensé d'informations en le moins de temps possible, c'est un format vidéo, tout simplement. Ouais, et c'est ça aussi, ça s'est démocratisé au fur et à mesure. Bon, ça n'a pas été très court, donc là on va essayer vraiment de faire très court. Je suis désolé les amis, hein, mais on est pris malheureusement par le temps. On bousille la ligne éditoriale. Pas du tout, pas du tout, au contraire. Mais juste, en fait, on est obligé de garder un certain timing. Donc voilà, on est sur Twitch, mais bon, j'aime bien voilà, qu'on cadre un peu. Mais là, pour le coup, on va essayer. Alors, c'est très compliqué de le faire en une phrase, mais on essaie de le faire au plus court possible. On passe à la dernière donc thématique qui est l'e-sport doit-il être au service du jeu ou le jeu au service de l'e-sport. C'est vraiment un grand axe sur le débat. Mais est-ce que la question que je vais vous poser à tous et que je pense d'abord tu pourras répondre votre cas, est-ce qu'on doit penser un jeu pour en faire un e-sport ou est-ce que l'e-sport doit s'adapter au jeu tel qu'il est? Qui doit servir qui? Je pense que la scène e-sport, elle vient naturellement avec le jeu. Si un jeu, il est... Alors, on peut penser un jeu e-sport, comme League of Legends, qui a été clairement e-sport, et à contrario, on va créer des jeux comme Smash, par exemple, qui sont pensés comme des party games, mais par contre, derrière, qui vont faire une scène e-sport incroyable. Parce que le jeu est e-sport comme pas possible. Donc après, il y a des choix et tout ça. Donc je pense juste que, pour faire court, parce que sinon c'est terrible, on peut en parler pendant 8 heures. Ouais, ça aussi, Je pense qu'il y a le côté créatif où les deux manières marchent. C'est-à-dire que soit un studio va orienter sa ligne, la ligne directrice de son jeu vers de l'e-sport, ou alors au contraire, elle va tout simplement le faire d'une manière, et derrière, s'il y a de l'e-sport qui doit se faire, s'il y a des compétitions qui se feront, ça existera. Typiquement, le speedrun. Voilà. T'as des gens, ils pensent à faire un jeu, ils ne savent pas forcément est-ce qu'il y a une scène derrière. Les gens veulent le finir le plus rapidement, ça crée une scène, speedrun sur le jeu. C'est comme ça, les gens vont forcément prendre le jeu de la manière dont ils le prennent, et donc les éditeurs, soit ils vont créer un jeu e-sport, soit ils vont créer un jeu lambda, mais si scène e-sport doit y avoir, il y aura scène e-sport. Ok, d'accord. Romain, tu en penses quoi? Très court, je pense que l'e-sport n'est pas essentiel à un jeu, globalement, et que il faut d'abord penser le jeu, et ensuite l'e-sport vient après. Mais pour moi, avant toute chose, penser un jeu que e-sport, ce serait on va dire, ignorer tous les joueurs qui veulent pas forcément jouer en compétitif. Il en existe. Des fois, on a tendance à se dire, bah non, en fait, tout le monde est comme nous, tout le monde veut jouer en compétition. Bah non, il y a des gens qui veulent faire leur petite partie solo. Il y a des gens qui veulent affronter des IA. Ça leur suffit très bien. Donc voilà, c'est ça ma take rapide. Parfait, merci moi, beaucoup. Mais j'allais dire, pardon, avant de te laisser parler, Eric, c'est important Ouais. que toi tu dises ta take parce que tu travailles aussi avec les studios de jeux vidéo, notamment. Oui, et j'ai travaillé avec des studios qui pensent leur jeu au travers de l'e-sport, mais ils font forcément des modes solo, il y a toujours des choses pour les gens qui veulent pas aller faire des tournois ou qui veulent pas jouer en compétitif ou en ranked. Voilà. Ouais. Mm. Donc, faut penser aussi aux autres, au cas où, j'ai envie de te dire. Les casus. Rix, ta Ouais. take? Moi, je pense que c'est complémentaire et c'est indispensable. Et que aujourd'hui, les éditeurs, ils doivent calculer justement le fait de mettre de l'e-sport, parce que pour moi, l'e-sport, ça vient rajouter de la longévité au jeu. C'est pour ça qu'on a des jeux comme League of Legends et Counter-Strike qui durent depuis 20 ans, 10 ans. C'est parce que si on avait fait qu'un jeu où tout le monde va pouvoir prendre plaisir et chercher ce côté compétitif justement. Ce qui fait que pour moi, ça doit être calculé, parce que je suis d'accord avec Romain quand il dit ouais, les gens qui veulent pas ce côté compétitif, il faut leur laisser. Je suis entièrement d'accord. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de jeux, pourquoi on a autant de modes compétitifs avec des classés? On est classé sur Rocket League, on est classé sur League of Legends, sur CSGO, sur Call of Duty, sur TFT, sur n'importe quel format, même du TCG aujourd'hui, comme sur Pokémon, aujourd'hui, on a du classement. C'est ce qui rajoute justement la longévité au jeu et qui donne un peu le piquant et que les gens restent. Parce que le but, je pense, que de n'importe quel éditeur, c'est que les gens restent, qu'il y a une influence sur leur jeu.
Donc le jeu, oui, de base, il doit être bien pensé, il doit bien tourner pour que les gens n'ont pas du désintérêt. Et tu viens rajouter le côté compétitif e-sport, et ben là, tu as un jeu qui marche et qui explose, quoi. Mais c'est bien, on a 3 takes qui sont vraiment différentes. C'est Ouais. que, j'allais dire, Vodka, toi, tu es plus en mode, ben, il faut construire le jeu en fonction de ce qu'on a envie d'avoir comme scène après. Romain, toi, tu dis, ben, n'oublions pas les casus, parce que bordel, c'est les casus aussi qui font le jeu. Et toi, Rix, tu dis, bah non, en fait, l'un ne va pas sans l'autre parce que finalement, certes, il y a des casus, mais de l'autre côté, les joueurs compétitifs, ceux qui, on va dire, vont tryhard le jeu parce qu'ils adorent ce jeu-là, bah, il faut qu'ils s'y retrouvent aussi. Donc c'est ultra intéressant d'avoir eu vos 3 avis là-dessus parce que c'est assez complémentaire pour le coup. Moi, j'avoue que je suis pas tout à fait d'accord avec Rix, sans vouloir de mettre de Non, bien sûr. l'huile sur le feu, hein, mais pour le coup, moi, je suis un très gros compétiteur. J'adore les jeux compétitifs. Ça a toujours été les jeux qui m'ont fait le plus vibrer et ressentir le plus de passion, même si après derrière, voilà. Mais je pense qu'il y a certains jeux qui ne sont pas compatibles e-sport, et c'est une bonne chose parce que quand tu crées un jeu compétitif, quand il y a de la compétition, bah, il faut qu'il y ait un équilibrage, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit pensé pour être joué en multijoueur. Et c'est pas forcément bénéfique parce qu'il y a des jeux qui ne doivent pas l'être en fait, genre des jeux, des platformers, des Ori, des Hollow Knight, même il y a récemment un truc tout bête, il y a des jeux qui ne méritent pas, enfin qui n'ont pas besoin d'être compétitifs pour être bien. Exemple récent, Ark Raider. Ark Raider, le jeu ne sera jamais compétitif, et c'est une bonne chose. Le jeu n'a pas besoin d'une scène compétitive, c'est un jeu quasiment cinématographique. Tant mieux, mais justement, il faut qu'il y ait des jeux comme ça qui s'éloignent complètement du côté compétitif pour créer de nouvelles expériences de jeu. Bien sûr. Je vais Vas-y, me vas-y. permettre une petite phrase. C'est très juste ce que tu dis. Tous les jeux n'ont pas besoin d'être des jeux e-sport, c'est très juste. Et pour compléter, en fait, vouloir mettre de l'e-sport sur tous les jeux, ce serait comme dire je veux que tous mes jeux soient des simulations. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est je vais mettre un genre, accoler un genre directement sur tout le jeu vidéo. Voilà. Après, je suis peut-être moins Rix. puriste que vous sur le jeu vidéo aussi, parce que moi, je suis beaucoup jeu multijoueur. Ce qui fait que, en fait, l'exemple que tu as cité avec Arcade, je le retrouve très juste, dans le sens où il est sorti en même temps que BF6, que Call of Duty Black Ops 7, et c'est le jeu qui table le plus de personnes aujourd'hui en simultané. Aujourd'hui, vous regardez sur les serveurs, vous regardez combien de joueurs qui jouent en simultané, c'est le truc qui explose. Et il faut des jeux qui soient pas e-sport, parce que forcément, il faut que. Ce qui est bien avec le jeu vidéo, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Mais du coup, moi, c'était plus dans le sens aussi un petit peu business que je venais et que je disais, en fait, le jeu vidéo, des jeux comme ça, c'est difficile de renouveler un jeu qui de base est très simple, quoi. C'est des maps, deux C'est pour ça sides. que ça marche aussi. Hein. Ouais, aussi. L'exemple s'il y avait pas même, le côté pour le e-sport. coup, c'est ça, l'exemple même pour le coup, et excusez-moi d'intervenir, mais je vais essayer de faire court aussi pour finir, c'est Rocket League. Rocket League est le pire jeu de la Terre en termes de contenu. Voilà, on va pas. Ma take, elle est là. Vas-y, prends-la, mets-la sur Twitter si tu veux. Je m'en fous. C'est le pas pire aimé la campagne. non mais c'est le pire. Il faut se le dire. Il y a aucun contenu sur Rocket League si ce n'est la compétition. Il y a rien. Il y a que des skins, des passes de combat qui servent à rien, des récompenses de fin de saison qui servent à rien du tout. Non mais il y a absolument rien sur Rocket League si ce n'est des voitures qui vont et qui foncent vers un but. Et pour le coup, c'est pour moi, en tout cas, le seul jeu qu'il y a autour de moi, et que je connais en tout cas depuis un certain nombre d'années, qui est symptomatique d'un jeu e-sport. Et à aujourd'hui, la scène est un peu un renouveau, mais pendant longtemps, pendant près de 2-3 ans, la scène Rocket League était morte presque. Et on le voyait parce qu'il y avait juste plus de contenu sur Rocket League. Et les gens et les joueurs, et même les joueurs professionnels, comment on appelle ça, les créateurs de contenu, tout le monde s'y mettait pour dire réveillez-vous, en fait, au bout d'un moment. Il y a rien qu'il y a sur le jeu. Et au final, ils se sont pas réveillés, ils ont juste rajouté des choses. Aujourd'hui, ils rajoutent un peu de contenu, mais c'est pas. Et pour moi, c'est vraiment le jeu exemple de si un jeu n'avait pas d'e-sport, il serait mort, et c'est Rocket League. Ouais, mais c'est vrai que là, tu as donné le bon exemple dans le sens où vraiment Rocket League, la base du jeu, elle est très simple, sauf que du coup, s'il n'y a pas le côté e-sport, le jeu est mort. Et Sur effectivement, il faut une Rocket bonne League, base. c'est les mécaniques. La longévité de Rocket League, c'est les mécaniques.
Je trouve Ouais. que mécaniquement, mais non, mais c'est Non, je veux un des dire, oui, rares c'est jeux- long, bien sûr, mais. Oui, mais justement, ce qui a permis à ce que le jeu fonctionne, c'est les mécaniques. C'est que, bah, du coup, si tu veux réussir à faire ton flip reset, si tu veux réussir à faire ton geste technique hyper dur, bah, le jeu, tu dois lui mettre 2000 heures. Bah, Minimum, maintenant, mais ouais. un peu moins, parce que, bah, du coup, il y a des tutos et tout ça. Moi, j'ai joué Rocket League Day One. On était tous comme des débilos à faire des doubles sauts sur place et à pas comprendre comment ça marche. Et je trouve que c'est une des forces de ce jeu-là. Mais malheureusement, je pense que c'est limité dans le temps, parce que bah, quand tu vois que tu arrives à un seuil, ce qui est hyper frustrant dans Rocket League, c'est que tu arrives à un seuil où tu vois que si tu ne t'entraînes pas, si tu vas pas en entraînement, si tu passes pas vraiment du temps à te bosser dessus, un peu comme un instrument de musique au final. Si t'arrives pas à ce seuil de bosser tous les jours ton jeu et tout, et bah tu dépasseras jamais un seuil de niveau, et ça peut être hyper frustrant. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent, parce que bah, ils lui ont mis 1500 heures, 2000 heures de jeu, et ils arrivent à un seuil et disent bah, je peux pas dépasser le palier, sauf si je me mets à faire que de la map training jusqu'à devenir une machine, quoi. C'est une limite naturelle d'ailleurs. Mais oui, c'est pour ça que je voulais juste faire ma take là-dessus, me défaire de mon rôle de host là-dessus. Mais je pense que c'était quelque chose d'important à dire. Important pour toi, alors, en tout cas. Oui, pour moi. Évidemment pour moi, sinon c'était pas trop important pour vous, je pense. Mais non, mais je voulais le dire quand même. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas pour ce débat qui a été fait de façon très longue et surtout avec une bonne ambiance et surtout très complémentaire. Et ça, merci beaucoup pour vos éclairages chacun et vos takes aussi, parce qu'on en a eu pas mal ce soir. Donc merci beaucoup. On va passer au moment de détente pour finir cette émission. On passe au jeu. Le jeu de cette édition, de cette émission plutôt, c'est un less or more. C'est un petit quiz où en gros, on aura deux pages de deux réseaux différents et de deux comptes différents en fait sur des réseaux qui leur sont propres. Et vous allez devoir deviner qui a le plus ou le moins de nombre d'abonnés. Bon, je vais dire en gros qui a le plus d'abonnés. Voilà. Entre deux comptes. Il y a un point par personne. Ok, un point par bonne réponse, évidemment. Le perdant, parce qu'il faut toujours un petit truc piquant, le perdant, il doit mettre un emoji ou un gif sans contexte sur son réseau le plus utilisé. Voilà. C'est un truc un peu gentil, ça va. Normalement, c'est pas très difficile à faire. Un petit truc genre sign de contract ou quelque chose comme ça. Enfin bref, un truc mignon mais sympa. On va passer à au premier truc, aux premières devinettes, j'ai envie de dire. Je joue avec vous. Mais je passe en dernier. On va faire par ordre comme je le sens. Vodka, voilà. Tu seras le premier à ton avis. Entre T1 et Riot, qui a le plus de nombre d'abonnés? Et les deux sont sur Twitter. Putain, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible parce que dans ma tête, il y a le piège, tu vois. Dans ma tête, il y a le piège parce qu'en Corée, T1, c'est une institution, quoi. C'est vraiment. Et je pense vraiment qu'en Corée, c'est tellement une institution, T1. Est-ce qu'en Corée, ils utilisent Twitter? Mon cerveau, ça y est, cerveau en ébullition, la souffrance. Bah, tu sais quoi? Alors, je vais noter à chaque fois les takes. Hein. Comme ça, on a les. Tu sais quoi? Je vais. Points. Vas-y. Je pense que j'ai envie de publier sur Twitter. J'ai envie de tenter le contre-pied. J'ai envie de tenter T1 plus de follow que Riot. Je suis un taré. Je pense que. J'entends plus. Eh oui. Ah. Oui, bon. Logique. Ah, le fail. Logique. Mais t'avais le bon raisonnement. Hein. Logique, mais je regrette pas. Allô? Ah oui. On a perdu. Je crois que j'ai dit T1. Attendez, c'est le moment où je douille. C'est le moment où je dis alors Riot, à mon avis, bien joué. Alors, est-ce qu'on l'a récupéré? Alors là, on l'entend plus, je crois. Et Gorokan est parti de l'émission. Nous avons pris le contrôle de Freeplay. Non, mais ta take, elle était juste dans le sens où en Asie, Twitter, c'est pas le réseau principal. Ce qui fait que, en gros, Riot,
Allô? Enfin, moi, sur ce que j'aurais dit Riot. Ouais. J'avais plus de connexion, j'avais plus rien. Excusez-moi. Le raisonnement était bon, la réponse était fausse, quoi. Ok, il y a quelqu'un qui a repris la main, c'est bon? Là, c'est bon, on a tout repris. J'ai voulu jouer coquille et je me suis raté. Voilà, donc j'ai dit T1. Ok, tu avais dit T1, ok. Et qui c'est qui a. Rix et Romain avaient joué? Non, du coup, la on réponse pensait que c'était affichée chacun. Eh oui, non, c'est ça le problème. Bah, c'est pas grave. My bad. Ok, bah écoute. Après, si vous voulez, on recommence le jeu à zéro, hein, comme ça, tout le monde est content. Hein. Mais là, ça va, on va le passer. Mais du coup, oui, chacun donne son choix et on reveal à la fin. Enfin, on reveal après que tout le monde ait fait ses choix. Donc on passe au prochain, hein, malheureusement. Désolé, il y a Mako qui a bug. Désolé. Bon, ça m'arrange. Donc on recommence du coup, mais vodka cette fois-ci. À ton avis, entre... non, mais du coup, Riot, on l'a déjà fait? Ah oui, mais non, je suis bête. C'est Insta. Oui, c'est ça. Comme Riot, là maintenant, on sait qu'ils ont 2,9 millions d'abonnés sur Twitter. À ton avis, vodka, est-ce que Riot a plus d'abonnés sur Twitter ou League of Legends a plus d'abonnés sur Insta? League of Legends sur Insta, Riot a plus. Ouais, Riot a plus. Riot a plus, donc pour toi, il y a. Ok, c'est Twitter qui est gagnant. Rix, à ton avis, c'est Riot ou League of Legends qui a plus d'abonnés? Ah oui, j'avais pas vu la différence. C'est le nom League of Legends par rapport à Riot. Oui, c'est le jeu League of Legends. Moi, je ferais en sorte que, vu que X, c'est vraiment le réseau du gamer par excellence, je pense que Riot Games sur X a plus que sur Insta, à moins que... Ouais, non, je vais le tenter comme ça, moi. Ok, sur X. Romain? Ouais, je pense que c'est Riot Games qui a plus, je pense. Moi, je vais dire que c'est League of Legends. Voilà. On va voir la réponse. Let's go! Non. L'émission est Ah oui, truquée. non, mais l'émission est truquée, j'ai tout vu. Non, mais en vrai, je vais vous le dire franchement, League of Legends, c'est beaucoup trop fort par rapport à Riot Games dans le sens où Riot Games, c'est. Mais Riot Games, okay. c'est que le studio, entre guillemets, alors que League of Legends, c'est vraiment le jeu, quoi. Ok, il y a Insta, il y a vraiment beaucoup plus de monde, quoi. Après, dans le sens où Riot Games, tu vois, rien que dans la description, ça englobe TFT, Wild Rift, Valorant et tout. Mais je me dis, oui, c'est une bonne. Là, tu vois, oui. peut-être, mais en fait... Bah non, en fait, juste sur Instagram, il y a plus de monde. On passe au prochain. Alors, entre Ubisoft sur TikTok, attention, et Arcane sur Instagram. À ton avis, votre cas? Bah c'est Ubisoft France, c'est pas Ubisoft France, Monde. Oui. Du coup, Arcane. Ok, donc Instagram. Rix? Arcane, de sûr. Donc Instagram aussi. Romain? Je vais tenter Ubisoft quand même. Ok, donc TikTok. Et moi, je vais dire... J'ai envie de dire... Ouais, je pense que je vais dire Arcane aussi. Sur Instagram. Et donc, la réponse est... Arcane, ok, bien joué. Bien joué. Donc là, Romain 0, 1 point. Donc 2 pour moi. 1 point pour Rix, 1 point pour Vodka. Et 0 pour Romain. Voilà. On passe au suivant, mon cher team. Ok, là peut-être ça peut parler Vodka. À ton avis, est-ce que CS sur Twitter a plus d'abonnés que Rocket League sur Instagram? Pour l'instant, Insta aussi, ils ont des stats de fou. Mais je peux pas ne pas dire CS2. C'est CS2 tous les jours. Et oui, ok, CS2. C'était forcément ça, évidemment. J'allais pas entendre autre chose de ta bouche. Rix? Oh, il a pris 2000 heures quand même, Rocket League. Ouais, CS tous les jours. CS tous les jours. Romain? Ouais, je vais rejoindre les copains, hein. CS. Ben, je crois que c'est... Alors, même si j'adore Rocket League, attention, hein, mais CS, c'est trop fort. Je vais aussi dire X. Pour moi, la réponse? C'était pas sûr. Tant que ça, hein. De pas si loin, ouais. Non, pas si loin. Hein. C'est vrai, moi non plus. C'est vrai que après, pas Instagram, c'est triché aussi. Hein. Instagram, c'est vraiment un réseau social qui est sous-estimé d'un point de vue e-sport. Il y a tellement d'abonnés sur Insta.
Ouais, et en plus, il y a beaucoup de contenu, surtout aussi. Très visuel. On passe au prochain, mon cher Tim. Oh, là, tu touches à quelque chose qui me plaît, là. Team Vitality sur Instagram, à ton avis, Vodka, a plus d'abonnés ou moins d'abonnés que Ubisoft France sur X? Je vais reprendre ma logique d'Insta de tout à l'heure. Je dis qu'Insta, ça marche. Team Vitality, je pense. Ok, donc Instagram. Rix? Le jeu, il est bien fait. Hein. C'est pas évident. Hein. Franchement. Eh oui. Bah, merci à Tano. Merci à Tano qui l'a fait. Le jeu est vraiment bien. Ouais, je vais dire Ubisoft sur X. Ok. Romain? Ah, c'est dur les cross-platforms comme ça. Eh oui, c'est le but. Par contre, toi, tu devrais savoir. Hein. Oula. T'as l'habitude d'analyser les pages, c'est vrai. Oh, ouais, peut-être bien, mais là, j'avoue que Là, c'est compliqué. Hein. là, c'est compliqué. Je me dis que les deux comptes, ouais, c'est 2012 pour Ubisoft et 2013 pour Vita, tu vois. Ah, tu vois, direct, tu rentres dans les, Je vais dans dire les Vita. dates et tout. Je veux dire Vita. Ok, Insta. Ok. Ben moi, sans surprise, évidemment, pour moi, c'est Vita parce que voilà, Vita jusqu'au bout. Mais j'espère qu'ils sont plus hauts quand même qu'Ubisoft France. Et C'est non. pas vrai. C'est pas vrai. Je peux faire un petit shout-out rapide Oui. par rapport à Vita. Là, ce week-end, va y avoir l'événement organisé par Minale qui organise une LAN autour de du CS féminin. Donc, allez leur donner de la force. Vraiment, la scène féminine en ce moment, elle passe pas un très bon moment sur CS. Parce qu'il y a l'événement majeur qui a tout simplement arrêté de faire des événements, et donc franchement ça leur donnerait de la force. Donc pour le CS féminin, allez checker ça. On va le mettre dans le chat. Par contre, très déçu, voilà, je vous le dis, très déçu pour Vitality sur Instagram qui a moins d'abonnés que Ubisoft. Oh, les pauvres, ils ont qu'un million d'abonnés, quoi. Putain, c'est honteux. Non, mais c'est honteux. Donc, ils en aient 10. On passe au suivant. Alors, waouh! Est-ce que Discord sur TikTok a plus d'abonnés que Valo sur X, mon cher Vodka? Je savais même pas que Discord avait un compte sur TikTok. Bah, moi non plus, je découvre. Mais TikTok, ça fait du clic, hein, TikTok. Hein. Ah, mais Discord. Ah, mais Discord, c'est inconnu au bataillon. Je n'ai jamais vu un truc Discord sur TikTok. C'est trop dur ce jeu. Il est trop dur de fou. Du coup? Ouais, mais c'est TikTok. TikTok, il y a 8 millions enfin, je sais pas combien d'utilisateurs. Vas-y, Valorant sur X. Ok, Rix? Moi, je prends toujours les techs. Ouais, non, TikTok. Hein. Discord sur TikTok. Ouais. Ah ouais? Ok, Romain? Moi, je choisis Valorant et je te dis, ils doivent être à 2,4 millions. Voilà. Tu triches pas là? Non, là, je te fais un guess. Ok. Voilà. D'accord. Un sacré guess. Ouais, il est très précis le guess. Hein. Là, il sait qu'il a pas beaucoup de points. Il s'est dit c'est le juste prix. Je tente le tout pour le tout. 2,4. Si tu trouves 2,4, t'es fort. Non, moi je dis quand même Valo au-dessus de Discord quand même, non? Sur X? La réponse? TikTok, c'est une dinguerie. C'est une blague. Ah, je suis pas mauvais, là. Mais c'est une blague. Putain, mais Rix Rix qui prend la tête en termes de points d'ailleurs, si on fait un point. Non, tu as 3. 1 pour Vodka, 0 pour Romain toujours. J'ai pas un point là dans le lot aussi. J'ai un petit point. Non, parce qu'en fait, il y a 2 manches qui s'annulent. On a tous dit la même chose. Ok. Attends, non, TikTok. La manche 2, TikTok. Non, c'est ça, c'est bon. Non, c'est ça. Il y a un moment où ça. Bah, tu restes à 0, mais je veux dire, pareil, c'est comme si je disais que Rix est à 4, Vodka à 2, moi à 3, et toi à 1, mais c'est la même chose que si je dis, du coup, Rix à 3, Vodka à 1, et moi à 2. Ok, je capte. Voilà. En tout cas, heureusement qu'il y a Rix pour relever le niveau, parce que nous, on est bien nuls. Hein. Ah ouais, on est éclaté Non, au c'est sol. pas une question d'être nul, je pense que c'est une question de feeling. De pas suivre son instinct, parce que ça fait 2 fois quand même que je donne la bonne logique et que je fais l'inverse. C'est ce que je voulais dire en fait. Je prends à chaque fois ton raisonnement et tu fais l'inverse. Je vais arrêter de dire, je vais dire n'importe quoi. Je vais pas débattre, je vais juste donner une réponse. D'ailleurs, on passe au suivant, mon cher Tim. On en a encore combien, si tu peux me le dire dans l'oreille? Ah oui, d'accord. Ok. Non, il y en a 10, je crois. Mais bon, on va voir. Vodka, à ton avis, Fortnite a plus d'abonnés sur X ou Squeezie?
Le squeeze, c'est fort le squeeze. C'est je sais pas combien de millions d'abonnés, c'est 26, 27, un truc comme ça. C'est une folie. Hein. C'est Lucas Auchard quand même. C'est le Luc. Non, YouTube du coup. Ok, Rix. Lucas Auchard. Ok, Romain. Là, pour le coup, je dirais plutôt Fortnite, moi. Je crois Ok. que Squeezie, il est un peu moins de 20 millions, je crois. Ah ouais, j'aurais dit 26 et quelques, moi. Peut-être pas. Je pense que Fortnite, Écoute. ça explose tout. Moi aussi, je dis Fortnite. On a 2 YouTube de Fortnite. Qui va avoir raison? Là, Mais on bon, Franchement, va ça joue à rien. Ah, en plus, je t'avais Ah dit ouais. 20 millions, tu vois. Ah ouais. Ouais, t'es chaud. Ok. T'avais les chiffres. Mais bon, j'ai toujours pas le Ok. point, hein, pour le coup. Bah non, du coup, 4 pour Rix, 2 pour Vodka, 2 pour moi. Et J'ai une petite 0 larme quand même pour Romain. quand je vois que CS2 il a 2 millions sur Twitter. Voilà. Ouais. C'est tout. J'avoue. Ça met un x10. On passe au suivant, mon cher Tim. Oh waouh. On est sponsorisé par Ubisoft ou quoi là? Ubisoft a plus d'abonnés sur X ou Valorant a plus d'abonnés sur Instagram? Ah mais là c'est Vodka. Ubisoft Monde. Oui. Pareil. Ubisoft Monde. Donc forcément je vais dire un truc en mode Ubisoft Monde et je vais dire Insta sur Valo. Et ça va être Ubisoft. Donc Valo. Valo sur Insta. Ok, Rix. Je pense que Vodka il a raison, je dirais Valorant sur Instagram. Ok, Romain. Ouais, je tente le tout pour le tout et je vote Ubisoft. Allez, et ben moi je vais voter Valo parce que j'aime pas Ubisoft. Allez, on y va. La suite. Aïe aïe Let's aïe. Ubisoft go. Monde. Romain qui a été à contre-courant et qui a son premier point. Let's go. C'est ça. Bravo. Merci. Ouais. Et j'avais Let's encore la go. bonne logique. Hein. C'est Oui. la malédiction. Hein. C'est ça que je me disais. Je me suis dit, je vais suivre ta logique en fait. Bah, Et dis-toi que tu n'es ouais. qu'à 1 point de nous rattraper Vodka et moi. Voilà, je te le dis. Petite goutte de sueur là. La petite goutte de sueur, effectivement. On passe, Le je slip, crois, au slip dernier. hermétique. Je crois que c'est le dernier là, hein, parce qu'on a fait. Attends, 3, 6. Ah non, encore. Expédition 33, on en parlait pendant l'émission. À votre avis, il y a plus d'abonnés que Gentlemates ou pas? Vodka. Vas-y. Gentlemate, vas-y. C'est tout nouveau, Attention, Expédition, non? Ouais. Je sais pas. Mais, je Ouais, veux pas c'est de. j'en sais Expédition, rien, mais Expédition sur Insta, ouais. C'est sur Enfin, Insta, le truc, c'est qu'Expédition 33, c'est peut-être le jeu le plus artistique que j'ai vu de tous les temps. Ça colle tellement bien à Insta, quoi. Non, mais je reste sur Gentlemate, Ok. Rix. On le voit presque plus. Oh Ah, putain, On le voit merde. presque plus. Ah là, on le voit. Gentle. Mate. Let's go. Ok, donc Gentlemates. Romain. Putain, meilleure façon de le dire. Je pense que Gentlemate, c'est big, mais ça reste e-sport. Expédition 33, c'est succès mondial. Donc, même si c'était sorti il y a pas longtemps, je vais tenter pour le beau jeu Expédition 33. Eh bien, moi aussi, je vais tenter Expédition 33. Ça fait XXII. Oh, Gentlemates, oh qui gagne de double, en fait. J'allais dire de pas très loin, mais du double. Ça fait c'est pas beaucoup de volleyball, honteux. C'est honteux, par contre. Comment ça, Gentlemates a que 306 000 abonnés? Bah, c'est pas Blague. si vieux que ça, hein. Gentlemate, c'est quand même récent, hein. C'est quand même récent. Non, moi, c'est surtout Expédition 33 qui, je trouve ça peu parce que je trouve le jeu, il colle tellement bien à Insta. Bah ouais. Mais c'est bizarre. C'est pas, Sorti pas quand énorme. Il y a, Expédition l'Instagram. il y a- il y a 9 Expédition. mois, Bah, à la sortie du jeu, je pense, hein. 6 mois, je dirais. Ouais, tu vois, je pense que c'est encore trop. Ouais, mais après, c'est Ouais, un jeu ça. solo, donc tu sais, c'est normalement, c'est son âge d'or. Après, je sais qu'apparemment, il y aura peut-être des DLC, des trucs comme ça, mais en tout cas, le jeu est quand même incroyable. Après, nous, on est hyper chauvin avec Expedition 33 parce que on est français et le jeu est sublime, mais voilà. Ça a Ouais, peut-être écoute. pas eu la porte sur les réseaux, en tout cas, peut-être. Après, c'est un petit studio, ça reste quand même un studio pas très large, donc ils ont peut-être pas comme aussi bien que. Après, ça, que c'est un succès Gentlemate, mondial. du coup. Après, c'est un succès mondial, donc on Oui, pourrait oui. se dire ça mériterait plus, quoi. Après, peut-être C'est quand ça tu achètes un aussi. jeu solo, tu vas pas forcément les suivre après sur Insta, quoi. Alors qu'un Ouais, faut peut-être être vraiment fan. une équipe e-sport pour suivre l'actualité, t'auras peut-être plus tendance à les suivre sur les réseaux, quoi. Ouais, ça c'est une Aussi, bonne ouais. take. Ça y est, il nous le sort.
Mr. Take. Mais non, mais j'ai vu Rix là, il a sorti son truc là. C'est pour être sponsor, c'est pour rejoindre l'équipe. Ouais, je vois. Take suivante. Tiens, en parlant de Gentlemates, Carmine Corp. Est-ce que, à ton avis, Vodka, et là, les deux sont sur Insta, donc là, tu peux pas te dire quoi que ce soit. Est-ce que Carmine a plus d'abonnés que Twixkeo? Twixkeo, c'est récent de fou. Hein. Et en plus, Twixkeo, c'est jeux de combat. Hein. Les jeux de combat, c'est petit mais puissant. Hein. C'est petit mais puissant, ouais. Insta. Est-ce qu'ils aiment se bagarrer sur Insta? Vas-y. C'est quoi 2XKO. Ok. Rix? Carmine Corp. Ça m'étonnerait. Romain? Carmine. Ok. Moi, juste parce que j'ai envie que ce soit le beau jeu, j'ai pas envie de mettre Carmine, j'ai envie de mettre Twixkeo parce que voilà. On continue. Je pense que ça doit être serré. Mais quoi Ouais. Carmine Ouais. De si peu. Attends. J'aurais pensé plus, Carmine, en vrai de vrai. Mais Romain, ça veut dire que Gentlemate a plus d'abonnés que Carmine? Ouais, mais sur Twitter, oui. c'est pas la même plateforme. sur Twitter, Ah ouais. ouais. Peut-être que, en vrai, Alors- sans dire que les gens de Carmine sont beaucoup sur Twitter, mais à mon avis, Carmine sur Twitter, ça va être pas mal. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, je vous le dis, là maintenant, Vodka et Rix, vous jouez pour du beurre. Rix, t'as défoncé le format. T'y as 2, 4, 6 points. Vodka, t'y as 3. Là, il y a une bataille entre Romain et moi, là. Oh, Cette dernière, question va décider entre Romain et moi allons poster ce fameux emoji ou ce fameux gif. ok. Alors, Vas-y. vous pouvez jouer, Vodka et Rix, mais vous allez jouer après nous. Ouais, on vous voit bien sûr. Voilà. En plus, Ok. les takes, Coco. Et ouais, c'est ça. On passe au suivant. Oh putain, mais non. Pourquoi il faut que ce soit sur ça? Romain, je te laisse Ok. la main, très cher. Vas-y. C'est facile. Carmine Corp, gros, mais sur TikTok, je sais pas si le TikTok il a été créé depuis longtemps ou pas. Ça pour le coup. Zerator, Zerator, le roi de Twitch. le GOAT, qui est sur le trône, hein. C'est un pilier, n'est-ce pas? C'est sur Instagram, Zerator, là. C'est sur Oui, Insta. c'est sur Instagram. Ouais. Il y en a un TikTok et un Insta. Attends. C'est dur, hein? Ouais, je vais dire quand même Zerator, parce que le TikTok Carmine, je suis pas sûr que ce soit celui-là qui est... Ouais, je vais dire Zerator, allez. Ouais, mais là, on a un problème du coup parce que c'est moi aussi je dis Zerator. Bah, c'est match nul et on s'arrête Mais là. je crois qu'on en a une 11e, si je dis pas de bêtises, si c'est vraiment match nul. Mais il y en a 11. Ok, donc je peux dire encore Zerator moi aussi. En vrai, mais non, il y a pas d'intérêt. Mais oui, mais je Au l'y pire, pense. s'il en Ah, reste si, la manche finale, vous la bagarrez sur la 11ème, du coup. Vas-y, bah ok, je dis Zerator aussi. Toi, t'aurais dit quoi, votre cas de base? Moi, j'aurais dit Zerator aussi de base, mais juste pour aller à contre-pied et je vais dire Carmine. Ok. Et Rix, tu aurais dit quoi, toi? Parce que TikTok, c'est des fous. Moi, j'aurais dit Carmine. Par contre, tu vois, si ça aurait été Zerator Twitch à la place de TikTok, j'aurais dit Zerator Twitch, tu vois. Ok. Et du coup, la réponse, c'est quoi? C'est Carmine Corp, c'est une blague? Ouais. C'est Carmine. Okay. Ah, mais TikTok, c'est vraiment puissant. Hein. Vraiment, c'est abusé. Hein. Je sais plus combien c'est de millions d'abonnés Carmine, en fait. C'est ça le truc. Moi, en fait, tout ce que j'ai en tête, c'est tout cumulé, les réseaux cumulés. Et Carmine, c'est plus de je sais pas combien de millions d'abonnés, quoi. Bon. C'est incroyable quand même pour un streamer. Plus de 200K sur Insta, c'est énorme. Hein. Surtout qu'il est pas si actif que ça, je crois, sur Instagram. Hein, donc, il est très actif sur Twitter, mais pas sur Insta. Ouais, mais tu vois, je me disais, avec le rayonnement du Z-Event et tout, peut-être ça avait touché un autre écosystème, tu vois. Mais ouais, 217. On en a une dernière, je suis un peu dans la logique, tu sais, de est-ce que les gens vont cliquer, tu vois. Genre une équipe e-sport, bah les gens ils veulent cliquer parce que bah ils veulent suivre l'actualité. Bon, un streamer entre guillemets, tu vas pas trop regarder, tu vas plus le suivre sur Twitter que sur Insta, tu vois. Insta, je pense c'est plutôt pour des comptes, typiquement les events CS sur Insta, enfin tu vois où t'as des belles images quoi. Où
Par exemple, League of Legends Insta, avec les skins qui sortent, avec les trucs, je me dis que ça a une ampleur de fou, quoi. Écoute, choqué, mais pas tant déçu que ça. Tim, on en a une dernière? Ok, on en fait une en Mais deux attends, spi. moi, je peux te faire un guess parce que je voulais savoir Zerator, il a combien sur. Ah bah très bien, il nous fait un guess en direct. Ah bah si Ouais. Rix nous le fait, let's go. Hein. Non, il faut juste que je trouve la stat. Zerator, il a combien sur. Donc il est en train de jouer Arc Raiders. Hein. Ouais, ouais, on fait celui-là qui est le plus proche au pire. Ouais. Allez. Combien Zerator a de millions d'abonnés sur Twitch? Sur Twitch? Ok. Ouais. Tu commences, je commence. On fait comment? Vas-y. Hein. Ok. Alors sur Twitch, on parle pas en sub, hein, on parle en suivi. Non, vraiment juste les followers. Suivi, followers, ouais. Ok, en follow. Déjà, plus du million, ça c'est sûr, je pense. Maintenant, est-ce qu'il est entre 1 et 5 ou 5 et 10? Ça, c'est... Je sais pas. Non, je vais dire entre 5 et 10. Je vais dire qu'il en a... qu'il a 9 millions. 9 millions de follow. Moi, je dis 4 millions 7. Ok. J'ai le droit de participer juste pour le beau jeu? Oui. Bah oui. Moi, je dis un peu moins, je dis 3 millions 6. Je sais pas comment l'annoncer. Hein. Ah ouais? Ouais. Je sais pas comment l'annoncer. Tu peux le mettre en vidéo? Ah bah vas-y, mets-le à l'écran. J'adore cette... C'est plus proche. Je restais le plus parce qu'on a posé la question, en fait, vous avez super. Du coup, j'ai augmenté. Moi, j'aurais mis 2004 de base. Ah non, j'ai juste 4 millions, je sais pas pourquoi. Et sur Twitch, t'imagines? Mais ouais, c'est vrai que gros. c'est follow, follow. regarde, parce que, Il y en a un. Parce qu'en fait, de base, quand j'ai dit combien de millions. En fait, je voulais pas pour donner un peu savoir si c'est en milliers, en fait. Et ouais, Kameto, c'est. Kameto, c'est 2 millions. 2 millions. D'accord. Donc c'est pas tant que ça en fait. Bah écoute, oui, non, c'est normal, le micro qui bug, c'est. Dites-nous quand ça revient. Mais c'était les soucis de co qu'on a eu ce soir. Ouais, c'est les soucis de co qu'on a eu ce soir. Ouais. Et oui. Est-ce qu'on peut revenir normalement ou pas? Ok, et je sais pas ce qui se passe avec la connexion ce soir entre moi qui entends plus au moment du jeu et là maintenant. Enfin bref, si tout est revenu à la normale, c'est l'essentiel. D'ailleurs, Romain, ça y est, hein, prépare ton tweet. Hein. Enfin, on prépare ce que tu veux, mais à part LinkedIn, on a dit du coup. Mais prépare ce que tu veux sur un de tes réseaux. Tu vas devoir le poster, mon cher ami. Parce que j'ai gagné sur une grosse fraude, voilà, c'est fait. Merci beaucoup, mes chers amis, merci beaucoup Vodka, merci beaucoup Romain, merci beaucoup Rix d'avoir été en notre compagnie ce soir. On a dépassé largement le temps, mais on s'est bien éclaté. Merci à vous trois d'avoir été présents, d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve sur vos réseaux respectifs. Rapidement, si vous pouvez vous les dire, Vodka, on te retrouve où? Stream sur Twitter principalement. Ok, Rix. Rix sur X, sur LinkedIn, Tristan Goutorbe. Ok, et Romain? Retrouver sur Steam Addict. Voilà, avec un C, TikTok et Instagram. Super. Merci beaucoup, en tout cas à vous. Mais j'ai envie aussi de remercier surtout l'équipe qui est derrière cette émission. Merci à Cléo et à Roux pour les visuels. Merci à Tim pour la régie exceptionnelle de ce soir. Et c'est notre directeur technique qui veille toujours au grain. Merci à Joub, Drati et Pépito à la com. Notamment merci à Joub pour ce soir. Merci évidemment à Tano pour sa présence au jour le jour et sans qui Freeplay ne serait pas
Freeplay. Et surtout, merci à lui qui m'a grandement aidé pour cette émission de ce soir, qui notamment a fait le jeu et qui m'a énormément aidé dans la construction de l'émission. Donc, un énorme merci à Tano. Sans lui, cette émission n'aurait pas pu être faite ce soir. En attendant la prochaine émission, chers amis, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn. On les a tous fait ce soir. On poste régulièrement maintenant là-bas. Ça y est, on est bien actif. Il y a un post tous les jours ou presque tous les 2 jours, je crois, et sur plein de trucs différents. Donc, allez nous suivre, notamment sur Insta et Twitter aussi, et bien sûr sur LinkedIn si vous en avez l'envie. Beaucoup aussi sur YouTube et notamment sur TikTok où on fait quelques vidéos. Merci les amis, passez à tous et à toutes une très belle soirée. Une excellente fin d'année puisque la prochaine émission sera en janvier. Comme vous le savez, là maintenant, on part sur une émission par mois. Donc, passez à tous un bon réveillon de Noël, une bonne fin d'année, un bon boudin, voilà, comme on dit chez nous. Et puis, à dans un mois, j'ai envie de dire, dans un an, comme vous voulez, si on est assez beauf, à dans un an, pour une nouvelle émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous, surtout les viewers, d'avoir été là. Et puis, on se retrouve bientôt en émission et sinon sur les réseaux. Ciao, ciao. Ouais, 7. Ciao, ciao.